Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau podcast. Aujourd'hui, un invité que j'ai déjà reçu il y a très très longtemps et on va prendre des news, on va voir ce qui est devenu Adrien Russo. Salut Adrien. Salut Elliot, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast et de m'avoir Avec réinvité plaisir. 5 ans après. Cinq Bientôt ans 6 après, d'ailleurs. ouais, 2017, ça date, on a fait les calculs tout à Ouais. l'heure. Donc voilà, c'était l'occasion de reprendre des news, revoir tout ce que tu avais à nous dire depuis 5 ans et si voilà, il y a des choses qui ont changé. Donc déjà, est-ce que pour ceux qui t'ont pas vu ou qui ne te connaissent pas, peut-être, est-ce que tu peux te présenter, dire qui tu es, ton cursus, ce que tu as fait, et voilà quoi. Yes, carrément. Je pense qu'il y a encore beaucoup de monde qui ne me connaît pas, heureusement. Du coup, en fait, depuis 2017, on va dire, on va reprendre à peu près à partir de là où j'avais fait la conférence au SO by Night, où tu étais là, etc., etc. C'était super cool. Euh, j'ai fait pas mal de choses, on va dire, que ce soit de mon côté, que ce soit au niveau aussi des études à ce moment-là, parce que du coup, en 2017, j'avais 17 ans encore, jusqu'à maintenant. Donc, il y a eu le CO by Night, etc. Juste avant, il y avait le Sodawa Day, tu vois, en 2016 à Toulouse avec David De Pieris, etc. Juste après le Sodawa Day, je lance Puissance.space. Puissance.space qui est déjà là quand je viens au CO by Night. Donc après ça, je continue Puissance.space, etc. J'ai fait d'autres conférences, notamment sur le SO Camp. Euh, et après, à un moment donné, donc, je faisais quasiment que Puissance Space. Et à côté, j'étais encore au lycée, en fait. Donc, c'était déjà vraiment pas mal en termes de charge. 2017, c'était une année qui était assez dure pour moi. En réalité, je le dis assez souvent, parce qu'il y avait des conférences, plus l'école, enfin le lycée en Belgique, où ça allait pas. Enfin, c'était un peu dur de gérer l'aspect conférence, l'aspect lycée, plus puissance point space avec les commandes, etc. Donc ça, il a fallu un petit peu s'y faire. Donc c'était une année qui était assez dure pour moi. Donc fin de l'année et en fait vers 2018, enfin tout début 2018, à ce moment-là, je me dis, bon, j'arrête Puissance.space, mais je ne voulais pas couper la plateforme, je ne voulais pas la supprimer, je voulais pas, enfin, voilà, mais je ne voulais plus la garder, même pas un an, parce que je savais que je n'allais pas pouvoir gérer comme je voulais gérer tout simplement le site. Et donc, je me suis dit, je vais le remettre. Et donc, il y a Claude Voss en Belgique, qui maintenant, il n'est plus en Belgique, il est à Andorre, comme Laurent Bourli, tu vois, et tout qui maintenant est derrière Puissance Space. Donc, juste après, il a été à des événements, il a fait des affiches, il était sponsor du SEO Camp et je pense d'autres événements aussi. Euh, et puis voilà, donc ça, c'était encore 2018. Et donc à ce moment-là, je termine mes études, etc., etc., enfin le niveau lycée. Et juste après ça, juste après Puissance Space, je me fais un petit moment calme où je fais plus de conférences, etc. Et je suis en mode très, très calme. J'ai pris quelques prestations en consultant, mais vraiment pas beaucoup de charges, tu vois, très peu. Euh, et donc, je termine mes études et juste après ça, en fait, je vais chez Eskimos. Donc ça, encore une fois, c'est une histoire Et aussi à part entière. tes études INSEC Bordeaux, si je ne me trompe pas. Non, pas du tout, pas du tout. Non, tu n'étais pas parti à Donc, je fais le l'INSEC. lycée. D'accord. Non, pas du tout. Donc, je fais fini le lycée et juste après le lycée, je décide de faire une licence en EAD, donc en enseignement à distance, de Paris-Saclay, donc de l'université Paris-Saclay, en éco-gestion. Donc, je me dis, pourquoi ça? Parce que je savais qu'il y avait des opportunités qui étaient là et je ne voulais pas me limiter dans les opportunités. Et donc, je me suis dit, OK, je vais faire une licence en EAD, c'est cool, c'est par correspondance. Je vais 2 semaines par an à l'UNIF pour faire des examens et ça me convenait parfaitement. Donc, voilà. Donc, c'était ça. Et donc en parallèle, pour dire d'avoir aussi quelque chose, tu vois, tout en ne me fermant pas aux opportunités que je voulais privilégier après le lycée. Donc, j'arrive chez Eskimos à ce moment-là, je reste un an, après je pars d'Eskimos. Euh, Là, je fais un peu, je reprends des missions en freelance, etc. Et ça se passait très, très bien, en vrai. Et puis à un moment donné, il y a eu l'agence web. Donc, Jonathan Humbert qui me contacte et qui me dit, bon, ça ne te redirait pas de revenir en agence. Initialement, je me dis moyen, tu vois. Je me dis, bon, en freelance, je gagnais bien ma vie aussi. Ouais, je me dis, OK, bon, je peux faire mon truc. Mais d'un autre côté, je me sentais un peu seul et isolé, tu vois, quand tu bosses dans ta chambre, on va dire. Euh, voilà, tu es seul, quoi. L'avantage freelance, c'est un peu la liberté, tu fais tes projets, enfin, si tu as la chance de lire tes projets, genre de choses. Mais derrière, il y a ce côté aussi, tu es seul et tu n'as pas trop une perspective de dire, OK, si tu es un peu ambitieux, tu dis, OK, bon, tu restes freelance, mais bon, tu es jeune, il faut être un peu ambitieux, il faut essayer de faire quelque chose, peut-être de prendre une expérience en plus aussi, tu vois. Et donc, à ce moment-là, j'ai réfléchi, on a discuté
pas mal de temps aussi avec Jonathan. On a vraiment bien discuté, etc. On a posé un peu les conditions, ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait bosser ensemble, tout simplement, pour que ça lui convienne à lui et pour que ça me convienne aussi à moi. Et donc, on a posé toutes ces conditions. Et puis, je suis revenu à Paris. Et voilà. Et je n'ai pas lâché du coup, mes clients non plus en freelance. Ok, donc là aujourd'hui, tu es à Voilà. Donc, l'agence. actuellement, le rythme il est assez soutenu. Parce que là, du coup, on est en 2017 où j'ai fait un gros compressage, une grosse compression, pardon, c'est pas très français, de 2017 à maintenant. Et en fait, maintenant, c'est quoi? C'est que je kiffe vachement ce que je fais. Mais le rythme est assez soutenu, mais c'est très cool. Franchement, j'adore. Donc, entre les comptes à côté, entre l'agence, je me donne aussi à fond et je me plais beaucoup, quoi. Top si tu t'éclates. Du coup, tu fais quoi à l'agence? C'est quoi tes missions? C'est de l'accompagnement complet? C'est que du netlinking? C'est... Ouais. Alors, à l'agence, ouais, parce que du coup, j'étais pas du tout recruté pour les mêmes choses chez Eskimos que à l'agence web. C'était vraiment pas du tout la même idée. C'était très, très différent. Donc, ici, si je prends ce que je fais à l'agence web, là, je suis consultant. OK. Je travaille sur différents projets et l'idée, c'est une vision 360. Donc, je ne fais pas que du linking ou que du contenu ou que de la technique. Je fais une vision 360. Je fais les trois parce que je kiffe également. Et voilà. Donc, c'est gestion d'un portefeuille client derrière, etc. Bon, et puis, j'ai Donc, une perspective potentielle par la suite. Je ne vais peut-être pas en parler encore maintenant, mais il y a un challenge en gros. Voilà, aussi, c'est ça. ok. Donc, en gros, à l'agence, vous avez des mecs autant techniques qui peuvent optimiser un site que du netlinking, que quelqu'un qui fait du contenu ou qui peut acheter du contenu, qui peut aller poster du contenu, ainsi de suite. Il y a vraiment les trois axes qui sont travaillés et avec un responsable de pôle à chaque fois et vous êtes capable d'accompagner le client en gros de A à Z, quoi. Ouais, alors ça, c'est la particularité de l'agence web que j'aime beaucoup aussi. C'est que tu as vraiment et réellement des gens. Donc, typiquement, tu vas avoir quelqu'un qui va être extrêmement technique, qui est vraiment très, très bon, qui est là dans l'agence, qui est vraiment présent, recruté, etc. Euh, Derrière, tu as quelqu'un qui fait que du netlinking. Donc, déjà, t'as deux personnes minimum dans l'agence qui font que de la tech, que du linking, et qui ont juste pour rôle d'accompagner les consultants généralistes sur des problématiques qu'ils ont besoin à un moment donné, ou aussi pour faire évoluer des process dans l'agence, etc. Donc ces gens-là, ils vont pas gérer des portefeuilles comme les consultants généralistes, mais ils sont là d'appui, etc. Aussi bien pour les profils plus juniors que les profils plus seniors. Et, euh, et ça, c'est un vrai confort quand même, mais c'est aussi un gage de qualité sur des projets qui sont beaucoup plus gros et beaucoup plus complexes, sur des sites à très forte volumétrie, etc. Là, ils vont vraiment avoir une grosse valeur ajoutée. Donc ça, c'est vraiment bien, je trouve. Ouais. Et donc, globalement, on accompagne tout type de clients, que ce soit un site à très, très haute volumétrie qui peut avoir des millions de pages, qu'un site plus petit sur une concurrence plus rude. Enfin, voilà, tout type de site, on travaille avec tout type de site. Bon, c'est pas la PME Ouais. du coin quand même. Ça dépend ce que tu entends par PME du coin, mais on évite de travailler. Ouais, il y a quand même un minimum de budget à avoir. Maintenant, le budget minimum, il n'est pas de 5 000 euros par mois, tu vois. Donc, on reste assez large là-dessus, vu qu'on a aussi un panel large de consultants. Là, comme je l'ai dit juste avant, tu vois, on a des profils plus juniors et puis des profils plus seniors. Donc, ça, c'est cool. Partout en France, j'imagine, les clients sont pas juste parisiens ou Ah Île-de-France. ouais, carrément, hein. Ouais. Ouais, ouais, partout en France. Et puis, je suppose s'il y en a un de Belgique qui arrive, il sera aussi vraiment le bienvenu, tu vois, parce que je suis belge. Donc, ouais, partout en France, on n'est pas isolé. Voilà, même si l'agence, du coup, est située à Paris, là, le Valois, mais comme tu as peut-être vu sur Trocadéro LinkedIn bientôt? aussi, on bouge. Trocadéro, on a déjà été voir les nouveaux locaux, c'est super cool. La vendredi, je fais mes cartons, enfin, on fait tous nos cartons. Donc on a hâte d'aller aussi dans les nouveaux bureaux qui sont vraiment sympas. Bon, cool. Petite question, comment ça se passe une vente quand tu as 17 ans, que tu vends une boîte parce que tu... Alors, je sais pas comment c'est en Belgique, Ah, mais en France, tu es peut-être auto-entrepreneur. Encore, je suis même pas sûr que mineur, tu peux te mettre auto-entrepreneur. ouais, alors en fait, moi j'ai l'adage de dire on va faire le truc très très simple. Quand tu es mineur, c'est galère pour tout. Tout est plus long, tout est plus compliqué. Et donc tu peux aussi prendre des raccourcis de temps en temps. Euh, En fait, on n'a pas le statut d'auto-entrepreneur en Belgique. On n'a pas de statut qui est imposé où tu payes de l'impôt sur le chiffre d'affaires. On est automatiquement sur une imposition sur le revenu brut, mais du coup, après déduction de tes charges professionnelles ou de ton chiffre d'affaires, tes frais professionnels, tu imposé sur ton revenu brut final. Donc, on n'a pas de statut comme auto-entrepreneur en Belgique. Donc, en fait, systématiquement et depuis le début, je suis en indépendant.
Tu dirais l'équivalent français, ce serait peut-être une entreprise individuelle où tu peux déduire tes charges, Mhm. etc. Et où tu as une imposition du coup sur le bénéfice et pas sur le chiffre d'affaires. Voilà, donc la vente, elle était relativement simple parce qu'il n'y a pas dû avoir cession de parts, etc. Donc, voilà. Ok. Ça s'est bien vendu ou ce que tu espérais? T'espérais Tu parles de plus? Puissance Space ou le premier site avant? Puissance Space, ouais, pardon. Excuse. Non, alors ouais, non, en fait, ça dépend souvent aussi par bien vendu. Euh, L'aspect très simple, il y a plusieurs variables, donc en fait, c'était juste faire, en fait, je pense, hein. J'avais une proposition qui était aussi beaucoup plus élevée, mais où il fallait attendre de mémoire 6 ou 8 mois, quelque chose comme ça. Ce qui, avec du recul, n'est pas énorme, mais ce qui, à l'état actuel de l'époque des choses, où je voulais bouger super rapidement parce que, comme je l'ai dit avant, je ne voulais plus. J'avais pris l'autre, donc la plus court terme, mais moins de. Voilà, je ne comptais pas faire ma carrière en fait là-dessus, tu vois. Mais donc, ouais, j'aurais pu aussi avoir une proposition avec du recul beaucoup plus intéressante si j'attendais plus Ok. longtemps. Mais je pense pas que ça aurait été bénéfique en fait, parce que pendant ce temps-là, les clients, ils n'auraient pas eu la qualité qu'ils auraient dû avoir, etc. Ouais, tu aurais peut-être C'était un perdu point de la que je voulais pas, valo. tu vois. Tu aurais peut-être perdu de Ouais, la ouais, valo sur la qualité pendant 6 mois et au bout, l'offre, elle n'aurait pas été aussi belle qu'elle était au début. bah, ça, et puis peut-être aussi, toi, les clients, derrière, il y a ça aussi, quoi. Donc moi, je voulais pas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je voulais pas me dire, je garde 6 mois juste pour revendre plus cher, mais derrière, je fais de la merde, tu vois, je veux dire, pas. Ça m'intéressait pas. Voilà. Ok, nickel. Tu nous rappelles ce que faisait Puissance Space? Ouais, carrément. Du coup, Puissance Space, ça faisait de la vente de PBN. J'aime bien appeler public en France, en francophonie, parce que tu pouvais acheter en France, en Belgique, en Suisse, tu vois. Mais du coup, le concept était très simple. Tu allais sur le site, tu disais, je veux 10 sites sur la thématique maison. Et moi, personnellement, j'aimerais aussi des articles sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Et derrière, soit tu arrivais avec tes noms de domaine et on montait les sites, soit tu n'avais pas de nom de domaine et du coup, on allait les chercher, nom de domaine expiré, et on montait les sites dessus. Voilà. Donc ça, c'était l'idée. C'est la première plateforme, en fait, à ce moment-là, qui permettait d'acheter des PBN en ligne, avec simplement, comme sur un site e-commerce, Mhm. tu achetais des PBN. Avant, il n'y en avait pas, enfin, il fallait passer soit par des agences qui en faisaient, soit par des consultants qui en faisaient. Voilà. Mais il n'y a pas de plateforme où tu allais, tu connaissais ni Dan ni la dev, et tu cliquais, t'achetais, tu avais ton truc, quoi. T'as fait à peu près combien de PBN t'as réalisé pendant que tu t'occupais de Puissance Space? Tu Ah, te rappelles du chiffre? putain, c'est une bonne question. Combien j'en ai créé? Alors, ce que je suis sûr, c'est que j'en ai créé plus de 500. Ça, c'est sûr. Parce que déjà, quand je vois lorsqu'il y avait aussi, je pouvais aussi héberger sur un dédié. Donc, j'avais sur le dédié, machin. Au total, j'ai créé plus de 500. C'est Ok. déjà pas mal, on va dire. Ouais, c'est déjà un bon réseau à gérer. C'est déjà un bon réseau. Ah ouais, après, je ne le gérais pas moi, c'était les clients, hein. Ouais, mais t'héberges au moins ou voilà, tu as quand même Bah, quelques là, il y avait une problématiques. partie qui était hébergée et une partie qui était hébergée chez le client directement. Ouais, ok. Ça roule. Ouais, tu fournissais les accès, les bases de données, les fichiers, le WordPress, le mec se démerdait, il allait réhéberger où il voulait, quoi. Quand j'hébergeais moi, ou sinon, j'hébergeais directement sur le client. Ouais, ok, ça Il y roule. avait un minimum de conditions, il fallait avoir ces panels ou Plesk, ce genre de choses, il fallait avoir tel truc et tel truc. Des IP failover déjà pris, c'était un VPS, enfin, tu vois, plein de choses comme ça. Mais je pouvais aussi on faisait aussi sur le client beaucoup en vrai. Ok. Mais donc voilà. Mais ouais, mais ça date, hein, c'est marrant. Ça fait comme 5 ans, quoi, Puissance Space. Ça date, mais je trouve que l'offre n'a pas trop changé, en fait. De, L'offre n'a pas beaucoup changé. de En ce fait, qu'ils c'est du proposent upload. aujourd'hui sur les mêmes prix, l'offre est un peu toujours la même, quoi. Ouais, l'offre est un peu la même, sauf que maintenant, il fait plus de mémoire, il fait plus de recherche de nom de domaine. Il faut absolument que les gens arrivent avec leur nom de domaine. Et je sais, par contre, parce que j'en ai parlé avec lui. À un moment donné, je lui ai parlé un peu de ma vision de PBN, en fait, et de comment ça, pour moi, ça pourrait aussi évoluer. Et il me dit, mais en fait, tu es dans le Slack de Puissance Space ou quoi? C'est marrant. Parce qu'il avait la même idée. Et c'est ce qu'il voulait faire, en fait, de Puissance Space aussi, tu vois. Donc ça, c'est super intéressant. Donc, je pense qu'il a envie de faire évoluer l'offre, en quelque sorte. Mais c'est vrai que l'offre globale reste un petit peu la même. Il y a quelques trucs qui ont changé, mais l'offre globale reste, le Alors, concept reste le je même. parlais même pas de puissance space, je parlais de l'offre en général sur le marché. Euh, Ah, d'accord. d'une manière globale, hein, il n'y a pas de révolution fabuleuse quoi, sur le sujet. Je sais pas si c'est Ouais. ta vision ou pas, mais Non, non, l'offre n'a pas beaucoup changé. En 5 ans, elle n'a pas beaucoup changé. C'est toujours le même principe. Tu as un WordPress, tu prends un domaine thématique qui est relativement faible et très thématique. Tu héberges du contenu dessus.
Et effectivement, c'est plus spécialement ma vision du PBN actuellement. Donc, ça l'était bien à l'époque. Mais actuellement, elle a un petit peu évolué. J'ai Donc une autre vision, on va justement, dire. voilà, comment ça a évolué d'après toi? Ouais. Et qu'est-ce qui a changé en fait entre PBN 2017 et PBN 2022? Est-ce qu'on fait du netlinking de Qu'est-ce la qui même devrait manière? changer? Ouais. Qu'est-ce qui devrait, ouais, parce que si on n'a pas changé, qu'est-ce qu'on devrait changer en fait? Ouais. Moi, ma vision très globale sur le sujet, c'est aujourd'hui, et il y a beaucoup de gens en fait qui pourraient dire non, bon, ok, c'est pas vrai, etc. Et très bien, chacun son avis là-dessus. Moi, mon avis actuellement, et pour encore une fois les 5 prochaines années, c'est moins de quantité, plus de qualité. Donc, si avant, tu allais créer 30 PBN, 30 sites qu'on peut appeler PBN, aujourd'hui, pour les 30 mêmes sites, tu n'en créerais plus de 30, tu en créerais entre 5 et 8, tu vois, 5 et 10 maximum, avec une vision du coup beaucoup plus restreinte en termes de quantité, mais beaucoup plus élevée en termes de qualité. Et qu'est-ce que j'entends par qualité? Qualité en termes de contenu et en qualité en termes de profil off-site, du nom de domaine sur lequel tu vas faire ton PBN. Et troisième point, quand même, qualité en termes de stratégie du site. Donc, avant, le concept simple, c'était tu crées des PBN, on met les contenus, machin. Derrière, ça évolue, tant mieux, ça évolue pas beaucoup, bon, c'est pas très très grave. Où là, dans ma nouvelle conception des choses, le site doit évoluer aussi et il doit avoir une stratégie à part entière autour du site principal, que ce soit d'un point de vue marketing ou d'un point de vue purement SEO. Je pourrais te détailler ça si tu veux juste après ou si tu veux le détailler Ouais. maintenant. Mais... Non, Ok. j'avais juste une question, c'était est-ce que pour Vas-y. l'audience qui nous écoute et qui est un peu noobs ou qui ne sait pas, PBN, c'est Ouais. quoi? PBN, du coup, c'est Private Blog Network. Ça date et je pense qu'on va aussi changer le nom, c'est ouf. L'idée de base du PBN, c'est simple. Tu as des réseaux de blogs et uniquement de blogs hein, initialement, qui sont créés sur des noms de domaine qui ont un minimum de valeur, des noms de domaine inspirés par exemple, un petit peu de contenu. Et les blogs s'interlinkent entre eux, ils font une sorte de maillage entre eux. Ça, c'est l'idée de base du PBN. Après, il y a eu l'interlink, on a fait un petit peu évoluer l'idée de l'interlink, on faisait des maillages un petit peu différents en n'interlinkant pas tout le réseau, donc en coupant des nœuds du réseau. Voilà. Un Ben, peu la avant, tu faisais base, tout le ouais. nœud. Bon, avant, tu faisais tout le réseau, tu vois, vraiment au début. Non, mais en Euh, 2012. ouais, ouais, En c'est 2017, ça, c'est quand au même, début. Ouais. c'était un peu, ouais. Ah non, en 2017, déjà, tu faisais plus. Enfin, il y en avait qui le faisaient encore, mais moi, je ne le conseillais pas de Mm. faire tout le réseau. Ouais. Il faut couper. Enfin, pour moi, à ce moment-là, donc, on coupait le réseau. Et donc, ça, c'est l'idée de base du PB. Des En blogs fait, qui s'interlinkent entre eux. la définition de Paul Sanchez, elle est assez simple. C'est au lieu de te faire chier à te prendre des râteaux, à échanger des liens, ou en échange, ou en acheter, et tu sais pas à qui t'achètes, bah, crée Ouais. tes propres sites et fais-toi des liens avec, quoi, et basta, quoi. Ouais, le gros avantage, c'est ça. C'est tu as la maîtrise sur tes liens. Tu peux les utiliser pour faire des liens vers ton site. Tu peux aussi les utiliser pour faire de l'échange de liens et donc aller démultiplier le nombre de liens que tu pourrais avoir euh, qui arrivent vers ton site. Des échanges triangulaires, tu ne vas pas en AA, tu vois. Mm. Tu maîtrises Et tes donc, pour encres. ça, c'est très bon. Tu peux changer tes encres s'il y a un souci de mise à jour d'algo, je ne sais quoi, et voilà, quoi. Ouais. Ouais, ça fait partie, pour moi, c'est pas 100% de la stratégie de netlinking, et déjà même en 2017, mais ça s'intègre dans la stratégie de netlinking. Ouais. Ok, bon. Du coup, tu peux détailler Voilà. tes deux points, quoi. C'est s'intégrer autour du money site. Voilà. Donc, je pense que c'est le plus important de ce que j'aime, de ce que je vois, enfin, pas de ce que je vois maintenant, mais de ce que je vois sur certains sites, effectivement. Je vais peut-être pas donner de nom, mais sur un site, notamment dans l'énergie, je l'ai en tête. J'avais parlé avec le SO derrière, quand j'étais à Paris, encore chez Eskimos avant, on avait été boire une bière. Et il m'avait un peu expliqué le truc, ce qu'il faisait, etc. Je trouvais ça génial. Donc après, j'avais un peu creusé sur Internet quoi, ce qu'il faisait. C'est vraiment cool. Bon, maintenant, il y en a plusieurs qui font ça, mais donc j'aime bien l'aspect qualitatif. Qu'est-ce que c'est? C'est, tu as ton money site. Donc, on va un vrai site, avec une vraie entreprise, tu vois, un vrai truc. Quoi. Ce site-là, il a des liens, il a des contenus, on travaille le SEO, il rank, il a de la croissance, tout va bien. À un moment donné, il est tellement bon qu'il peut encore travailler, il peut encore élargir des mots-clés, il peut aller sur de l'informationnel, il y a des nouveaux mots-clés qui arrivent, il peut les choper, etc. Il peut encore faire plein de trucs. Mais il est déjà meilleur que la concurrence. À ce moment-là, s'il est déjà meilleur que la concurrence, pour moi, il y a une sorte de leverage à aller chercher sur des PBN hyper qualitatifs. Et qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être des réseaux. Donc, imaginons le site, pour juste contextualiser. Le site, imaginons, il est sur un secteur bien précis, par exemple l'énergie. Voilà. Mais il vend des services aussi bien précis dans l'énergie.
D'accord. Donc, il n'a pas une offre illimitée. Mais il vend, voilà, tu peux diviser sa grosse thématique en plusieurs sous-thématiques. Okay, on va dire 5-6 sous-thématiques. Bon. Mais à ce moment-là, ce qui peut être intéressant, c'est d'aller créer des sites hyper qualitatifs en plus faible quantité. Encore une fois, tu ne vas pas en créer 30. Tu as besoin de plus faible quantité. Mais des sites qui ont vraiment pour but de ranker. Ils auront un double but. Ranker et amener des liens vers le bon site de manière très propre. Mais à ce moment-là, du coup, tu peux développer des sites avec, on va dire, une stratégie de contenu beaucoup plus étoffée que ce qu'on peut faire sur des PBN plus classiques. Ça, je pense que tu vois ce que je veux dire. Au lieu de faire une stratégie basée sur 20 contenus, tu vas faire une stratégie sur beaucoup plus long terme. OK, cette année, on va pousser ça sur le site. L'année prochaine, on va pousser ça sur le site. Et ça envoie. Il y a vraiment des contenus, machin, sur une thématique extrêmement précise. Ça devient un second money site quasiment, quoi. Ça devient une sorte de second money site. À la différence qu'au lieu de reprendre toutes les thématiques, il se focus sur une seule thématique, voilà. Ce qui lui donne un avantage à ce niveau-là. Et encore une fois, au lieu d'avoir beaucoup moins de liens et avoir un profil de lien beaucoup plus faible, il va avoir un profil de lien beaucoup plus développé initialement et durant le travail qu'on va faire sur ces réseaux-là. Et donc, en fait, c'est des sites qui vont faire, comme tu dis, c'est des sortes de divisions du money site, qui vont s'intégrer, tu peux voir ça comme une sorte de maillage externe assez propre, qui vont s'intégrer dans la structure externe et qui vont aussi amener du trafic et du lead, en plus d'amener des avantages pour le SEO. Et donc là, pour moi, tu mélanges vraiment l'aspect SEO, qui est le but initial et unique finalement du PBN, c'est pas de faire du business, c'est juste de faire du SEO. Et là, du coup, tu mélanges l'aspect SEO avec l'aspect aussi business. Et OK, on est meilleur que la concurrence. On peut faire évoluer ça, avoir un avantage concurrentiel en plus, en faisant un réseau hyper propre, hyper quali de ce type-là. Et il y a une boîte qui est assez connue, que tu connais, mais je ne vais pas la dire, je ne sais pas si tu peux dire, enfin voilà, etc. Et il y a des concurrents. Tu peux tout citer ici, il n'y a pas de censure chez moi. Ouais, mais du coup, cette boîte-là fait ça de manière extrêmement clean. Et je trouve ça super intéressant de ce qu'ils faisaient. Et donc, ça, c'est un peu ma vision de l'évolution du PBN. Donc, si tu bosses pour moi, créer 100 sites aujourd'hui, ça ne marche plus. C'est pas que ça ne marche plus, c'est que ça ne marche pas comme ça pourrait marcher si on faisait autre chose. Tout comme beaucoup de concepts qui, pour moi, évoluent aussi sur le SEO. Et j'ai pas mal de cas pratiques, de retour d'expérience là-dessus, notamment le content spinning. Tu vois, c'est un truc, j'ai encore eu un cas, là, j'ai un client là-dessus qui est en décroissance. Et bon, le job, c'était d'essayer de refaire de la croissance. Il y a pas mal de choses qui, pour moi, sont plus totalement achetées à la poubelle, hein, mais juste à faire évoluer et à prendre conscience en fait, que les choses évoluent et qu'à un moment donné, on doit faire évoluer les choses, notamment sur l'aspect du content spinning. C'est un cas à part. Mais... Là tu es rentré dans le contenu. Là. Si on reste sur cet aspect qualitatif des sites, en gros, tu es quasiment en train de dire que si tu bosses un peu en mode cocon sémantique ou en mode silo, on s'en fout, vous l'appelez comme vous voulez, tu as quasiment des PBN dans chaque silo, quoi. Tu bosses sur l'énergie renouvelable, tu es sur l'installation, tu es sur les installateurs, tu es sur le matériel. J'ai envie de dire, tu as 2 beaux sites dans chacune des 3 branches, ça te fait 6 PBN. Limite, tu leur fais de la file. Tu peux même faire de l'affiliation, des bannières pub, tout ça. Mais l'idée, c'est de bosser au max les thémas dans chacun des sites, quoi. Ouais, c'est ça. Finalement, c'est tu décuples ton avantage concurrentiel. En fait, quand tu as des sites aujourd'hui, on en voit qui sont extrêmement bons, qui travaillent depuis des années, etc., ils peuvent aller encore beaucoup plus loin en faisant ce genre de choses, pour moi. Et il y en a beaucoup, en vrai, ceux qui font. Il y en a beaucoup qui peuvent faire ça. Il y en a beaucoup qui investissent beaucoup, encore une fois, dans le SEO. Mais encore une fois, tu favorises du coup les sites qui ont plus de budget, les sites qui ont plus d'équipes, qui ont plusieurs ressources, au détriment des plus petits budgets et des plus petits sites. Donc, il y a un coût à ça, entre guillemets, sur les marchés, sur le point de vue d'éthique, en dehors du purement SEO. Tu vois. Pour moi, il y a un coût à ça. Mais si tu veux toujours aller au paroxysme de la performance, pour moi, c'est un des points qui peut t'exploiter pour faire évoluer un site encore plus loin. Donc, au lieu de mettre 4 contenus sur 30 sites, 120 contenus, tu en prends 5 et tu mets ces 120 contenus sur 5 sites. Ça t'a coûté la même thune en contenu. 120 contenus par site, quoi, minimum. Hein. Comment ? 120 contenus par site, minimum. Ouais, mais je veux dire, si tu prends à comparaison de thunes égales, tu dis voilà, le mec, il voulait faire 40 PBN, 3 x 4, 12 à 3 contenus, ça lui fait 120 contenus.
déjà d'entrée de jeu avec le même budget, tu préfères répartir ces 120 contenus plus thématisés, plus précis sur 3 ou 4 domaines, ou 5 ou 6. Et effectivement, le jeu, c'est de monter ton PBN à 100 pages, quoi. Mais du coup, on parle plus carrément. entre guillemets, on a perdu le concept de PBN, quoi. Ah, il évolue, hein. J'ai Mais envie de je vais te dire, dire, pour moi, le content spinning aussi. Moi, je perds le concept de content spinning aussi. ouais. Euh, pour moi, tout ça enfin, devra changer à un moment donné, dans le sens où ça évolue tellement que, bon, voilà. Même le PBN 2017, finalement, c'était pas encore le PBN initial. Parce que, quand le Oui, mais PBN il a initial, évolué. on fait de l'interlink sur tous les sites. On ne coupe pas de boucle. Ça arrive après, on a fait évoluer le terme. Puis Encore une fois, c'est de l'évolution. c'était même du Mais une page clairement, à on perd. l'époque. Ouais, j'interromps, mais on perd l'essence même du truc. Mais pour moi, c'est des points qui doivent aussi évoluer, tu vois. Après, c'est ma vision, ça n'engage que moi. Faudrait lui mettre derrière le PBN. Tu fais quoi? Tu fais des PBN 1.0, 2.0, 3.0 Ah, pour dissocier ce qu'on fait. Ouais, mais c'est un peu le terme qui reste. Mais VN oui, de luxe. PBN de luxe. Ouais. Mais ouais, donc du coup, on va dire, tu mets un peu à la poubelle le PBN 4 pages qui reste statique toute sa vie, quoi. Moi, oui. Ok. Moi, je le mets à la poubelle, effectivement. Aujourd'hui, aujourd'hui, en 2022, pas en 2017. J'avais une vision qui Oui, était non, très je parle différente aujourd'hui. Là, et qui était en on a accord switché. avec le SO 2017. Ouais, mais Ouais. aujourd'hui, ouais. Ouais. Maintenant, je fais plus de PBN, hein, c'est marrant. On en parle là maintenant, mais j'en fais plus. Depuis des années, hein, quand même. Bah, tu fais plus de PBN de 2017, quoi. Ouais, non, non, mais j'ai fait même plus de PBN ici. Enfin, ah oui, si, j'en ai fait. J'avais aidé, j'avais même pas tout fait. Mais pour un client, effectivement, j'avais fait, qui était un client, tu vois, une vraie marque posée, qui assez connue en plus, enfin, tu vois, et tout. Et justement aussi dans l'énergie, ça c'est marrant, mais c'était pas celui qui a fait, enfin, tu vois. Euh, et on avait commencé, enfin, j'avais commencé à établir les points, quoi, pour poser le projet de faire un vrai, enfin, un PBN hyper quali, quoi, tu vois, dans le sens là, quoi, quel est dans le sens là du terme. Voilà, mais sinon, à part ça, j'en fais plus. J'en fais plus. Je T'en compte fais plus plus pour vraiment toi, faire mais actuellement. Ouais, ouais. t'en fais plus pour toi, mais t'en achètes sur du PBN évolué et plus quali et plus. Voilà. Ah oui, j'achète des liens, oui. D'accord. Bon, ça, c'est-à-dire comme tout le monde, mais Donc là, on était un peu sur la qualification si on dégrossit, quoi, on était sur la manière de bosser, quoi. Voilà, le nouveau PBN Mm. 2022, c'est au final ce que nous disent un peu les anciens aussi, hein, c'est donne de l'amour à ton site et le laisse pas crever, quoi. Fais quelque chose avec, tu vois. Ouais, ouais, c'est Ah, l'idée, ouais. C'est l'essence. c'est les- C'est c'est- l'essence. Ouais. c'est le début. On va parler nom de domaine expiré. Donc déjà, est-ce qu'un PBN est forcément basé sur un nom de domaine expiré ou est-ce que, je ne sais pas, on peut faire des EMD ou on peut prendre du domaine vierge? Eh ben ça, c'est une très bonne question. Parce qu'en 2017, je t'aurais toujours dit non, domaine inspiré. Tu vois. En plus, il y en avait plus que maintenant. Maintenant, ça devient Ah oui, en compliqué, quoi. 2017, c'était un peu pas facile, mais bon, C'était pas facile, mais c'est quand même plus facile que maintenant. ouais, en 2012, ils se sont vraiment gavés. En 2014 Ouais, aussi. 2017, ça commençait à se calmer, mais on avait quand même encore des belles opportunités. Là, maintenant, c'est dur. ouais, C'est dur parce qu'en fait, les noms de domaine qui sont en enchère, du coup, montent très, très vite à des prix vraiment très, très élevés. ouais. Tu peux encore en avoir, mais enfin, il faut vraiment dénicher et être derrière l'écran. Sur le marché public, c'est beaucoup plus dur. En 2017, tu avais encore du marché public que tu pouvais prendre sans trop de problèmes. Quand on dit public, c'est Aujourd'hui, c'est vraiment dur. nom de domaine supprimé. Il est dans le domaine Ouais, public, tu l'enregistres pour 5 ou 10 euros. Et quand on dit qu'il est expiré, c'est en réalité que tu vas au Snap. Et là, soit tu snaps toi-même, soit tu passes par une plateforme. Et effectivement, tu te retrouves aux enchères, quoi. ouais, ouais, exactement. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, en fait, aujourd'hui, je suis vraiment dans une optique. Enfin, encore une fois, je fais plus de PB. Mais pour ceux qui en font, mais ce genre de choses, enfin, ce genre de trucs, euh, je, euh, je vois le truc un petit peu comme il faut relancer aussi des nouveaux noms de domaine sur le marché, en fait. Tout simplement, je pense. Donc, moi, je suis absolument pas contre aujourd'hui de partir sur du vierge pour du PBN ou même pour des sites qui ont pour but, à un moment donné, de vendre du lien, tu vois, mais des trucs un peu quali. Notamment de l'EMD. Euh, Tu es toujours pour l'EMD? le MD, je ne suis pas vraiment pour plusieurs raisons, mais du coup, au niveau du vierge, au niveau de mon domaine vierge, là, je suis pour, il n'y a pas de problème. Au contraire, je pousse même à aller chercher plus du nom de domaine vierge, plutôt même que de l'expirer aujourd'hui. Enfin, on va dire les deux, encore une fois, c'est complémentaire, il faut faire les deux, tout genre de choses. Mais j'ai une certaine préférence, on va dire, pour le vierge, dans l'optique où je me dis, OK, on peut relancer pas mal de noms de domaine sur le marché. Et puis, il y a des choses à faire aussi sur le vierge, c'est pas pourri. Le seul délire, c'est que ça prend beaucoup plus de temps. Voilà, si tu pars Déjà tu as avec un ton nom de bac à domaine, sable. Puis après voilà, tu ouais, pars de tu as zéro, ton quoi. bac à sable un peu sandbox.
donc, tu as ça, mais bon, le gros délire, en fait, c'est qu'il faut aussi construire des liens. Et des liens, si on se considère que la sandbox a laissé 6 mois, en 6 mois, tu n'as pas non plus construit un profil de lien que tu aurais pu avoir en un domaine espéré en enchère, tu vois, mais qui va te coûter. Voilà. Donc, voilà. Mais maintenant, il y en a encore, tu peux encore en prendre en enchère. Enfin, il faut aussi mettre le coût. Il y a des avantages et inconvénients sur les deux, mais j'aime bien aussi partir sur du vierge, créer des backlinks dessus, faire monter le truc. Mais ça prend plus de temps, ça c'est la contrainte. Voilà. Mais ça ne coûte pas spécialement plus cher ou moins cher, ça dépend de la stratégie que tu emploieras. De toute façon, tu pars à peu près sur 10-15 € l'IP référente, quoi, ou le nom de domaine référent. Donc, si Oui, à la louche de ce qui se fait, de ce qui se pratique, donc si de toute façon, tu achètes des liens à 10, 15, 20 € pour faire un peu d'IPRF, donc il faut vachement varier, mais au final, tu te retrouves un peu sur le même délire entre de l'enchère et entre du domaine neuf, sauf que ouais, parce que ça monte vite. Hein. pendant 8 mois, tu es emmerdé, tu peux pas linker comme tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a vraiment une latence. Quoi. Tu Ouais. peux définir ce concept de sandbox bac à sable, moi que j'appelle bac à sable, mais pour ceux Ouais, alors bah, en fait, c'est un truc, on appelle ça back à sable sandbox en fait en anglais. Quoi. Mais c'est un délire, c'est un truc assez mystérieux du coup. Parce que c'est pas du tout confirmé par Google et c'est pas un algorithme à part entière, c'est les SEO qui ont appelé ça sandbox, qui est un délai qu'on considère d'environ 6 mois et qu'on considère que durant 6 mois, on estime que Google va appréhender ton site et du coup ne va pas lui donner le plein potentiel qu'il pourrait avoir en termes de ranking à performance, enfin, à optimisation égale. Il ne lui donnera pas pendant ces 6 mois les mêmes résultats que si c'était un site qui était déjà là depuis 3 ans. et surtout, il Voilà, ça, t'observe c'est un l'idée. peu. Mais encore une fois, ce n'est pas précis, Ouais, tout comme ma description mais d'ailleurs. pour moi, il t'observe un peu aussi pour définir la vie de ton site, voir est-ce que dès le début, tu vas bourriner. Sinon, c'est Oui, trop facile, tu prends un nom de domaine, tu bourrines en tout ce que tu veux, voilà, en sans RD, ouais, et puis du clocking, du machin, du contenu bouilli et tout. Et voilà, c'est un peu simple, quoi. Mais ça passe c'est encore ça. des fois aussi. C'est pour ça que c'est pas très clair, quoi. C'est ça, en fait, c'est ça. C'est pas clair du tout et c'est pas fixe. Je tiens quand Ouais, même à préciser que c'est pas fixe. complètement. Voilà. Mais en tout cas, voilà, moi, je considère que c'est aussi un délai, 6 mois, qui est bon pour mettre en place tes contenus, pour mettre en place tes liens progressivement. Donc, c'est un délai qu'il faut prendre, sandbox ou pas sandbox dans mon cas, enfin, je pense. Ok. Voilà, donc, c'est le concept. Et pourquoi t'es pas C'est chaud marrant, si on parle netlinking, maintenant, on parle beaucoup de netlinking depuis le début, c'est marrant parce que j'ai l'habitude de parler netlinking, Mais on va arriver sur le mais contenu. j'en parle de moins en moins, tu vois. Ouais, on va arriver sur le contenu, Euh, t'inquiète. Euh, Enfin, sur le contenu ou tout ce que tu veux, mais du coup, le MD, pourquoi t'es pas chaud? alors, le MD, je suis un petit peu moins chaud par manque d'intérêt, en fait. Tu vois, à l'époque, le MD, c'était carré, enfin, c'était vraiment bien, tu vois. Euh, le délire, c'est qu'il y a deux cas, le MD. Donc, il y a l'aspect, il y a deux cas, il y a deux choses déjà dans le MD. Il y a le fait que tu peux avoir ton mot-clé optimisé dans ton nom de domaine. Avant, ça marchait, etc. Il y avait un réel avantage à avoir ça. Aujourd'hui, il n'y en a plus, mais le seul avantage qu'on voit, c'est au niveau des encres. C'est-à-dire que si tu fais une encre brandée sur, je sais pas moi, licorne.com, qui est pas un EMD du coup, je sais pas du tout pourquoi je prends licorne, je pense que j'ai pensé au SO d'Awadé, tu vois. Bah, prends t-shirt licorne. Mais du coup, tu prends licorne.com qui est pas un EMD, tu fais du nom brandé, tu vas linker sur licorne, licorne.com, www.licorne.com, enfin, tu connais. Si tu prends par contre, je sais pas moi, un mot-clé brandé assuranceauto.com, qui je suis sûr n'est pas disponible. À voir d'ailleurs si licorne.com est disponible. Peut-être que Imagine, il est assurance, disponible. peut-être que Je l'achète pour assurance, le CO d'Awadé. peut-être que assurance auto, il est disponible en point Alsace. Imagine. Là, C'est terrible. c'était la nouvelle extension là, qui était présentée au NDD Camp Ouais, aujourd'hui, mais je suis sûr, il est déjà le 1er pris. mars. Ah, je sais pas, faut regarder. Faut voir, faut voir. Ouais. Bah, du coup, tu prends ton assuranceauto.com qui est, du coup, est un EMD. Si tu fais du brandé là-dessus, donc pas de l'encre opti, bah, tu vas linker assurance-auto.com. En fait, c'est ta marque. Donc, jusque tout un temps, on considérait qu'il y avait un avantage à ça, un avantage non négligeable, qui aujourd'hui, pour moi, en 2022, déjà, lui, cet avantage-là commence peu à peu à se perdre. Voilà. Donc, c'est plutôt par manque d'intérêt. Et en plus de ça, j'ai l'impression que, enfin, moi, personnellement, là, c'est vraiment expérience perso, enfin, tu vois. Et quand j'achète des liens, que je check mes spots et tout ça, et j'aime bien sélectionner manuellement et trouver mes spots moi-même et tout ça. Je ne sous-traite pas à la plateforme. Euh, eh bien, quand j'ai un site sur EMD,
automatiquement, j'ai un warning, tu vois, et je me dis, OK, check plus profondément et le moindre truc qui ne va pas me plaire, je ne vais pas le prendre. Parce que je ne sais pas, j'ai une vision déjà en mode un peu plus, OK, ce qu'en bas, c'est purement peut-être psychologique aussi, j'en sais rien. Ouais, je pense. Mais et il y a beaucoup de MD par contre qui ont un caractère spam plus élevé aussi, où les mecs font plus de spam, plus de trucs un peu bourrins, etc. Oui, c'est un peu. De toute Donc, façon, tu prends un EMD, on sait pourquoi tu l'as pris, quoi. Donc, voilà. au Donc, c'est final, plus c'est par peut-être. manque d'intérêt. Ouais. Je me dis, pourquoi, en fait? C'est surtout ça la question. Par rapport à avant, où là, il y avait un vrai intérêt, un vrai impact. Là, je me dis, OK, pourquoi faire de l'EMD spécifiquement? Je ne pense pas que ce soit le. euh, voilà. Why Ok. not, quoi? Mais c'est pas là vers là que je vais aller. On a réglé nos histoires de PBN, d'expirés, de nom de domaine. Peut-être Yes. une dernière question sur les expirés au niveau du coût, du Ah, prix des enchères. Tu vois, je ne peux pas passer à côté de la question. Est-ce qu'on n'est pas en train de marcher sur la tête? Est-ce que va encore y avoir des expirés? Est-ce qu'on n'est pas en train d'épuiser le bordel? Tu vois, je veux dire, il y a certains 50 hyper qui partent à plus de 1000 balles, quoi. ouais. Alors, ouais, il y a différents points là-dessus. Il y a le coût et il y a est-ce qu'on n'est pas occupé de faire les puisettes. Euh, pour le coup, c'est toute une question d'offre et de demande, en fait, je pense. Si tu as des gens qui sont capables d'acheter ça, c'est que je suppose derrière, ils sont capables de le rentabiliser. Mais surtout, en fait, au-delà même de la rentabilité derrière, ils sont capables de mettre le prix. Donc, ils leur donnent assez de valeur pour mettre un prix plus élevé. Euh, maintenant, est-ce que ça, c'est pas biaisé par des gens qui ont donné une valeur on va dire, euh, moins objective Tu as aussi une au nom de stratégie domaine? d'annihiler la concurrence en disant de toute façon, moi, si j'ai la trésor et que je suis le mec le plus fortuné, j'ai qu'à acheter tout ce qui passe et puis au bout d'un moment, les mecs vont arrêter d'acheter et c'est moi qui ai tout, quoi. Ouais. Quel que soit le prix, stratégie immobilière américaine ou investisseur immobilier dans les grandes villes, États-Unis, New York, Miami, Co., c'est d'acheter tout à n'importe quel prix pour être les possesseurs de tout, quoi. Tu vois, Voilà. Maintenant, est-ce que du coup, est-ce qu'on marche sur la tête au niveau des prix? Je pense pas. Dans le sens où, enfin, moi, j'ai acheté des gros noms de domaine, mais vraiment des plus gros noms de domaine. Enfin, à chaque fois, c'est le nom de domaine, plusieurs milliers d'euros pour un client en 2021, début 2021 ou fin 2020, fin 2020, je pense. Euh, et en fait, il y a des noms de domaine du coup qui partent, mais tu dis, OK, plusieurs milliers d'euros, mais en fait, là, ça, peut-être il était surévalué j'invente quoi, mais tu dirais 15%, tu as une marge. Mais la valeur était là. Tu vois. Donc tu dis, OK, là, on est sur un truc cher, mais on peut mettre le prix pour ça. Parce que si on le fait nous-mêmes, en vierge, on mettra autant de temps et on mettra peut-être autant de budget pour le résultat qu'on veut. Donc, maintenant, il y a certains domaines, évidemment, on marche sur la tête. Bon, là, c'est plus, tu vas dire, l'aspect de la possession ou d'autres choses. Mais je pense qu'en globalité, quand même, pour beaucoup de noms de domaines, on marche pas sur la tête. Et je pense que si tu veux faire un truc vraiment quali, d'un point de vue purement off-site, en partant d'un nom de domaine vierge, tu iras aussi sur des budgets de plusieurs milliers d'euros. Donc, voilà. Donc, je pense pas qu'on marche sur la tête. Les prix ont fortement augmenté. Mais, encore une fois, je pense pas que ça en est surévalué, comme on peut le dire sur Twitter, etc. Parce que sur Twitter, en fait, quand on va sur Twitter et qu'on va les noms de domaine espérés, évidemment, on va prendre le nom de domaine, qu'on se demande ce qu'il fout là, qui a été vendu à 10 000 balles, et on va dire le marché est saturé. Et quand tu regardes l'ensemble des noms de domaine, parce qu'en fait, il y en a énormément qui partent tous les jours, oui, oui, oui. euh, voilà, c'est un peu plus nuancé, tu vois. Mais évidemment qu'il y a des noms de domaine où on se demande ce qu'il fout là, on se demande pourquoi ils sont vendus à ce prix-là. Mais je pense que d'un point de vue global, on n'est pas encore sur une surévaluation dont on fait part de nos craintes, on va dire. C'était peut-être avant que c'était l'Eldorado, quoi. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi dans ma tête, juste en parlant là. Je me dis aussi, peut-être avant que c'était aussi l'Eldorado, en mode c'était de l'or. De l'or vendu à prix de pain, quoi, tu vois. OK. Contenu, Notamment, je t'interromps, mais notamment son marché public. Le marché public avant, c'était l'Eldorado, vraiment, que c'est beaucoup moins aujourd'hui, tu vois. Mais est-ce que c'est pour ça? Enfin, tu vois, c'est juste l'Eldorado. Aujourd'hui, c'est plus dur, toute la complexité augmente, donc les coûts augmentent, le besoin d'outils augmente, etc. en même temps, trouver des noms de domaine comme ça à l'appel, des 40, 50, 60 hyperf qui étaient dispo pour 5 balles. Ah, ça n'existe plus, ça. Ouais, non, mais Ou voilà, alors, c'est des noms de domaine. Non, non, ça n'existe plus, ça. ça n'existe plus. Non, aujourd'hui, ça n'existe plus, mais en 2017, on le faisait Non. encore. En 2014 jusqu'à 18, peut-être, on avait encore. Ouais, ouais. Voilà, Ouais, est-ce que clairement. c'était pas à ce Ça, c'était moment-là les que dernières, c'était. du coup, questions netlinking.
Est-ce que c'était pas à ce moment-là que c'était abusé? Bon, tu veux plus parler de netlinking du coup, c'était fâché. Non, je rigole, hein, j'aime encore bien parler de netlinking, mais c'est vrai que j'en ai tellement. On en a beaucoup Ouais, parlé, tu tu as vois, etc. tellement bouffé que. Mais non, en fait, c'est juste que j'ai aussi évolué vers d'autres choses, tu vois. Bon. Donc là où avant, j'ai commencé comme tout le monde avec l'édition de site. Je pense que d'ailleurs, même Jonathan Humbert de l'agence Web a commencé avec ça. Il y a un gars qui est super bon en technique à l'agence qui est à côté, il fait ses sites, il adore ça. Je pense que tous ceux qui sont vraiment passionnés, qui ont démarré, on a beaucoup appris avec ses propres sites. Et donc, forcément, voilà, tu passes par LinkedIn, tu passes par plein de choses, c'est cool. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, je fais plus d'édition de site, en fait. Je t'avoue que j'aimerais en refaire. Et quand j'aurai plus de temps, je veux vraiment relancer parce que ça me manque, en quelque sorte, tu vois. Mais là, aujourd'hui, je fais plus d'édition de site, tu vois. Je suis full consulting, tu vois. Depuis Eskimo, je suis full consulting. Là, maintenant, que ce soit à l'agence, que ce soit avant en freelance, et ça fonctionnait bien. Maintenant, à l'agence, c'est en freelance. Tu vois, donc, ma journée, en fait, même le soir, c'est pris par le consulting. Bon, je kiffe ce que je fais, tu vois. Mais c'est très différent comme manière de faire. Tu accompagnes des projets qui ne t'appartiennent pas à faire de la croissance SEO. Et chaque projet est très différent. Et derrière chaque projet, il y a une histoire et une boîte, quoi. Mhm. Et il faut pas faire n'importe quoi, effectivement. Et tu Euh, fais pas les mêmes choses que quand tu édites tes sites. ouais, Tu te dis, bon, là, je vais me faire un gros kiff. Tu vois, comme si tu vas à 160 sur l'autoroute, tu te fais un gros kiff. Et puis tu te ramasses ou pas, et puis ça marche, tu apprends des trucs. Ça, finalement, c'est pas possible sur un client. Mhm. Mais c'est différent. Voilà. J'aime beaucoup ce que je fais pour le moment. Du coup, 2017, tu étais un peu persuadé que le netlinking était le gros enjeu du SEO à l'époque. Ouais, C'est là-dessus que ça se jouait. ouais. Maintenant, est-ce que c'est toujours le off-site qui est le gros enjeu ou est-ce que autre chose a pris peut-être le pas, tu vois? Putain, je me suis fait tailler sur LinkedIn sur un post très marrant. Tu vois, le post où je lui dis tailler gentiment, mais il y a eu un post où je disais en gros la voiture et l'essence, tu vois. Hmm. Je sais pas, en gros, tu peux avoir toute la meilleure voiture, tu as une Formule 1, machin, tout l'aspect on-site et technique, ça va être ta voiture, ton moteur, la performance, l'aérodynamique, tout ça. Mais derrière, tu as une F1, mais il faut mettre de l'essence. Et l'essence, c'est netlinking. Et donc, je présumais, c'était un petit peu aussi en mode avis tranché pour faire parler, euh, qui faisait dire, en gros, sans essence, tu ne peux pas avancer. Donc, sans netlinking, tu ne peux pas avancer, enfin, sauf en d'essence, tu vois. Très longue traîne. Mais du coup, j'avais publié ça et il y a eu plein de retours assez sympas aussi et relativement constructifs. Parfois pas du tout, mais quand même en globalité, c'est assez constructif. Euh, Sur l'aspect, effectivement, ok, il y a netlinking, mais il n'y a plus que netlinking. Et en fait, je suis tout à fait d'accord avec eux. Mais ça, c'est un truc que je pense assez mal compris. Et dès que tu parles de netlinking aujourd'hui, tu te fais voir avec des grands yeux et c'est très mauvais, c'est pas éthique et tu achètes des liens, c'est pas bien. Euh, mais en fait, pour moi, le netlinking, c'est vraiment avant, il faut bosser la F1, quoi. Et bosser, faire une F1, c'est pas facile. Donc, avant de faire du linking et d'envoyer du jus, il faut déjà que ton site il soit très bon d'un point de vue. Pour moi, c'est la pyramide. Tu as la technique, le contenu et l'off-site. La technique, c'est pas ce qui a le plus d'impact à court terme et long terme, mais c'est ce qui peut faire descendre ton site en un clin d'œil. Donc, il faut que ce soit fondamentaux, il faut que ce soit, on va dire, la structure de base soit solide. Derrière, tu as besoin des contenus et c'est hyper important parce que tu peux avoir un minimum de traf avec des contenus mais sans backlinks, sauf que tu ne peux pas avoir un minimum de traf avec des backlinks sans contenu. Et en plus de ça, les contenus, non seulement tu l'utilises à but SEO, mais c'est aussi ce qui permet de vendre et c'est aussi ce qui permet de faire connaître ta marque. Donc c'est du marketing, c'est pas à négliger. Donc évidemment que le contenu, c'est quand même un nerf de la guerre et c'est hyper important et qu'il faut faire du quali et que les rédacteurs, il faut bosser correctement avec eux. Euh, donc le contenu. Et après, seulement, tu as l'offsite qui arrive et qui, quand tu as lancé ton site avec une bonne technique, un bon contenu, etc., et une bonne arborescence, une bonne structure, et tout est carré, tu connais tous les bases, à partir de ce moment-là, tu peux aller pousser des requêtes très concurrentielles avec du linking, tu peux améliorer le ranking global de ton site en envoyant du jus, parce que c'est ce qui permet de populariser ton site aux yeux de Google, et qu'on le veuille ou non, le PageRank est encore au cœur de l'algorithme de Google. Au cœur, peut-être je Et m'avance un petit peu, mais il affiche plus le PageRank Google pourtant. il ne l'affiche plus depuis. Alors ça, j'ai eu un cas très, très marrant. Il y a quelqu'un qui m'a dit, et sérieusement, hein, sur LinkedIn justement, il m'avait dit, mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Ça fait des années que Google affiche plus le PageRank. Il me met un article, donc de la toolbar qui a disparu évidemment. Donc, il n'utilise plus dans l'algo. Ce qui évidemment, tu connais mieux que moi, totalement faux. Il utilise le PageRank dans l'algo.
mais il n'affiche plus la toolbar depuis des années, justement pour éviter de donner trop d'indicateurs. Tout le monde est expert. Tout le monde est expert SEO sur LinkedIn maintenant. Donc, si tu veux, voilà quoi. Ouais, après, je pars de l'avis aussi que bon, c'est la place à tout le monde et c'est aussi super enrichissant intellectuellement le SEO et il y a beaucoup de curiosité, il y a beaucoup d'idées qui s'y passent. Maintenant, effectivement, d'un point de vue LinkedIn, ce que j'aime un petit peu moins, c'est tu peux avoir des gens qui connaissent pas du tout le milieu et qui vont vraiment être relativement très critiques ou voire méchants, tu vois. Et donc ça, c'est peut-être un peu moins kiffant. C'est pas la mentalité de base du SEO qui vraiment le partage. Tu vois, moi, je me souviens des forums et même moi, quand j'ai démarré le SEO, en fait, c'était dingue le niveau de partage qu'il y avait. Voilà, et les gens, ils veulent t'apprendre et c'était vraiment kiffant. Que là, c'est un petit peu je sais, tu sais pas. Voilà, tu vois, j'aime pas trop cette mentalité-là. Maintenant, je reste d'avis qu'il faut rester ouvert et ça reste un domaine qui peut accueillir tout le monde. Euh, mais je pense qu'on est sur la même longueur d'onde là-dessus. Oui, oui, le PageRank est bien évidemment encore utilisé. Voilà. Alors, pour jouer sur les mots, on est bien d'accord que on peut avoir un contenu qui peut se positionner sans backlink, mais Ouais. on parle de quoi? De backlink sur l'URL ou sur le root de domaine? Ah, très bonne question. Évidemment. Le root de domaine et Non, URL, c'est mais quelque chose on est bien effectivement qui d'accord que est. 000BL de nulle part, tu fais rien, même avec le plus beau Alors là, contenu du monde. je vais te donner deux cas. C'est comme une F1 qui est en descente. Elle va rouler. Tu fous une F1 en descente, elle va rouler. À la montée, elle va plus rouler, peut-être elle va redescendre aussi. Et sur le plat, elle ne va pas avancer, sauf si tu la pousses. Bon, on ne peut pas faire ça en SEO. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'un site qui a zéro RD ou BL, enfin, de domaine référence, voilà, de nulle part, donc en route de domaine, pour moi, il peut ranker, mais il ne va pas ranker sur Assurance Auto. Mais il peut, avec un volume de contenu suffisamment développé, une technique parfaite et du content parfait, il peut aller atteindre des requêtes de très longue traîne. Il peut être autonome en PageRank parce qu'il a beaucoup de pages, que chacune des pages va choper un peu de PageRank et que tu as bien travaillé ton maillage interne, mais on reste sur des requêtes quand même à Très faible longue traîne. volume de recherche, très longue traîne, très marginal. Voilà, comme tu le dis, tu ne vas pas aller Exactement. chercher. Voilà. Ouais, alors là-dessus, j'ai donné deux avis parce que j'ai différents trucs. Donc là, c'est le point de vue global. Là où avant, pour se faire indexer aussi, c'était très. Tu vois, il fallait aussi avoir du BL, etc. Aujourd'hui, tu envoies ton sitemap, Google le prend en compte, même s'il n'y a pas de BL, il va t'indexer, tu vois. Même si ça aide évidemment l'indexation des BL. Alors, si tu me prends la complexité 2021 et qui va continuer en 2022 sur les problèmes d'indexation, il va falloir un peu plus pousser, Non, mais c'est on va dire en temps particulier. La normal. période est particulière. C'est pas le Ouais, mode de la fonctionnement période est, classique, quoi. Voilà. la période est particulière au niveau de Ouais, ouais. l'indexation. Mais en tout cas, voilà, le web, c'est quand même des liens hypertextes et Google crawl des liens. Donc, si à un moment donné, il n'arrive pas à crawler un site qui amène vers ton site, à un moment donné, ce sera problématique, même sur la très longue traîne, sur la durée. Donc, à un moment donné, il faudra des liens. Donc, les liens, pour moi, sont indispensables sur une optique long terme pour consolider des positions longue traîne, tout comme pour aller atteindre des positions intéressantes d'un point de vue business, où là, il y a de la concurrence aussi en termes d'off-site. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que Google, pour te positionner, il va se baser aussi sur ce que font les concurrents finalement. Si tous tes concurrents ont des backlinks que toi, tu n'en as pas, c'est compliqué. Il y a toujours l'exception de la SERP. Moi, j'aime bien l'appeler comme ça parce que sur beaucoup de SERP, il y a toujours un site, enfin, une page. Je me demande ce qu'elle fout là. Ouais, c'est ça. Il a rien à foutre là, lui. Ouais, il y a toujours, sur une SERP, il y a toujours une page où je me dis, qu'est-ce qu'elle fout là, quoi. Euh, donc, c'est un peu l'exception de la page. Maintenant, donc, Google se base aussi sur ce que fait la concurrence, finalement, sur la SERP, sur l'historique de la SERP. Je pense que même Fabien Rakidel, il avait parlé de ça. L'historique de la SERP, à un moment donné, je ne sais plus quand, sur un de ses podcasts, il y a longtemps. Je trouve ce concept très intéressant. Enfin bref. Maintenant, un contre-exemple de ça, qui est pas vraiment un contre-exemple, mais pour montrer en fait que tout de même le contenu, pour moi, le contenu par Google est plus valorisé aujourd'hui que même il y a 5 ans. C'est que, par exemple, sur une requête, encore une fois, je ne sais pas si je peux dire, c'est chiant, mais en tout cas, il y a sur une requête qui est concurrentielle, où les SEO tapent dessus, mais qui est propre, etc., tu vois, il y a un gars qui est arrivé avec un contenu full informationnel, qui avait un contenu complètement différent de ce que faisait la concurrence. Complètement différent. Mais qui faisait un truc que la concurrence ne faisait pas. Et en fait, il comparait, si tu veux, tous les sites
qui était positionné sur la SERP, sur la requête ciblée. Mais en gros, il arrivait avec un contenu qu'on savait sur la requête, si tu l'as dit, de toute façon, tu connaîtras, mais on savait que ce contenu-là, Google allait l'apprécier. Sauf que personne ne le fait parce que d'un point de vue marketing et business, tu ne peux pas le faire, tout simplement. Sinon, tu mets en avant tes concurrents. Donc, tu ne peux pas le faire. Mais lui, il l'a fait parce qu'il n'avait rien à perdre, tu vois. Et tu vois, le gars et tout, enfin, on le connaît tout, tu vois. Il l'a fait. Et il est ranké premier, position 0, avec un volume de backlinks beaucoup plus faible que ce qu'avait la concurrence. Mais avec un contenu qu'on savait que Google allait de fortes chances d'apprécier, mais que d'un point de vue business, les concurrents ne peuvent pas faire. Donc ça, pour moi, c'est un exemple quand même de l'aspect sémantique, purement et durement de la sémantique, qui a très, très fortement évolué chez Google et que je pense évidemment qu'aujourd'hui, il donne beaucoup plus d'intérêt aussi au contenu et il peut se le permettre avec les avancées technologiques qu'il a fait qu'avant. Voilà. Donc, je ne dis pas, donc le BL est encore effectivement indispensable à mes yeux, mais encore une fois, les choses évoluent et la stratégie n'est pas spécialement la même qu'avant. Et moi, j'ai récupéré typiquement un client là, en freelance, pas à l'agence, en freelance, j'ai un client actuellement. Le job, c'est de la décroissance. Enfin, là, le truc, c'est qu'il était en décroissance et le job, c'est de refaire de la croissance. Et ce site-là, typiquement, le SEO, il avait été géré en partie aussi avec des pratiques très old school. Tu vois. C'est encore une fois plein de choses comme ça. Et puis quand tu vas voir les concurrents, tu regardes, tu analyses les sites, tu te fais dire, OK, les techniques très old school, tu peux te dire aujourd'hui c'est un peu borderline, tu peux dire, OK, est-ce que ça marche encore en fait? Ou bien est-ce que ça marche dans la majorité des cas? Tu vois, parce que ça peut marcher, enfin, il y a toujours des exceptions. Mais je ne suis plus du tout dans le délire d'aller faire 100 sites sur la même page design qui s'interlignent et qui font en lien vers le money site. Tout comme je ne suis plus du tout dans le délire d'aller sortir des content spinning avec un taux de similarité qu'on ne sait pas s'il est faible ou élevé, parce que finalement, on ne sait pas exactement quel taux de similarité Google utilise. Ouais. Et donc, on essaye de donner cet L'algorithme. argument là-dessus. Voilà, donc en fait, on dit, OK, celui-là, c'est plus pertinent pour nous, donc on va vendre nos spins là-dessus. En fait, on sait, mais pas trop, parce qu'avec d'autres, taux de similarité, c'est beaucoup plus élevé, avec d'autres, ça va être beaucoup plus faible, donc on ne sait pas trop. Idem, content spinning, c'est quelque chose, encore une fois, où sur des cas très spécifiques, je suis pour. Par exemple, sur une portion de contenu, sur, par exemple, tu as plusieurs milliers de pages, tu as une portion de contenu qui est spinée, mais le contenu principal n'est pas spiné, par exemple. Ça, c'est OK. Donc, spinner le contenu principal sur l'ensemble du site, c'est quelque chose où je ne suis plus vraiment d'accord. Et en fait, je vois énormément de cas, vraiment, où le site monte pendant les premiers mois jusqu'à, on va dire, maximum un an. Et après, ça subit toujours une période de décroissance, tu vois. Et bon, je me dis, ouais, et ça, je l'ai vu quand même pas mal de fois. Donc ça marche, en fait, mais combien de temps, encore une fois, et sur quelle requête? est-ce que finalement, c'est plus, pour moi, voilà, je ne vais pas me faire des amis, encore une fois. Mais ça peut être une des stratégies aujourd'hui qui devient légèrement immature par rapport aux évolutions techniques, tout simplement, des moteurs et de ce qu'ils peuvent faire. Bon, avant, tu n'avais pas BERT et tu n'avais pas. Ouais. Tu vois. Tu n'avais pas tous les nouveaux. Et puis, tu n'avais pas non plus RunBrain qui était entraîné comme il est entraîné aujourd'hui. Clairement. Tu vois, RunBrain 2015-2016, en 5 ans, il a pris pas mal de data, il a pris pas mal. Donc, voilà. Donc, je pense que ça évolue. Maintenant, encore une fois, c'est mon avis. C'est. On n'engage que moi, c'est ouvert au débat. Et je ne dis pas que le content spinning, c'est de la merde. Je ne dis pas que créer 100 sites, c'est de la merde. Je dis juste que moi, personnellement, dans mes techniques, j'essaye d'évoluer par rapport à des choses qui peuvent être plus pertinentes avec les techniques actuelles. C'est toujours la même chose. C'est une histoire de concurrence du mot-clé, de concurrence de l'intention de recherche, de comment la SERP a été travaillée, de comment elle évolue et de comment tes concurrents évoluent. Mais tu prends du content spinning pour l'avoir regardé avec Pascal. Barrière, le content spinning sur du local marche encore très bien. Parce que quand tu cherches peintre en bâtiment plus Plognognec-sur-Oise, franchement, la concurrence, tu vois, elle est pas folichonne. Donc, du coup, ça y va bien, quoi. Il y a encore beaucoup de content spinning sur ce type de requête, effectivement. Ouais. Donc, à ce moment-là, tu peux encore te le permettre. Mais j'ai un client qui, typiquement, sur des requêtes comme tu as ciblé, liées en fait à la construction et travaux, est sur ces requêtes-là. Et voilà. Bref, grosso modo, ça marche pas. C'est roulette russe. Ouais, C'est roulette russe.
Ouais. Donc, quand tu le fais, tu prends le risque de dire, OK, je vais croître pendant 6 mois, 1 an, et après, je vais décroître. Tu prends le risque. Tu peux Moi, avoir un j'ai un site. concurrent sur la thématique en Belgique. Les mecs, ils font pas de content spinning, ils font du full duplicate. Ça fait plus de 2 ans qu'ils rankent. Et c'est énorme. Ça fait plus de 2 ans qu'ils rankent avec du full duplicate. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir peintre plus ville principale, on va dire peintre plus Bruxelles ou peintre plus Paris. Ils vont faire un contenu et puis ils vont faire des textes à trous dans toutes les Ouais. villes inférieures de peintres. Et idem pour les autres métiers. Alors Et là, attention, le mec, il rentre depuis 2 ans et c'est ça pas marche, du, tu vois. c'est pas du Mais pour duplicate. moi, c'est pas, c'est du texte à trous. Oui, donc c'est pas du dupliqué. Le moteur, il vient gratter que sur certains mots. Il vient pas gratter sur les autres. C'est pas du duplicate à 100%. Bah, ça reste, t'as un taux de duplicate qui reste élevé, quoi. Oui, mais c'est Même pour alors, moi, ça, c'est mon âme, un pardon, mais content spinning mal fait peut être plus pénalisant qu'un duplicate. Parce qu'en fait, le duplicate, il est sur le côté. On n'arrête pas de dire le duplicate, ça peut te pénaliser. Le duplicate, ça pénalise pas. Le duplicate, ça peut ralentir. Euh, Ça peut créer de la cannibalisation, tout comme ça peut créer l'incompréhension de Google, ça peut te mettre dans un truc à part, ça peut te ralentir. Ça ne va pas te pénaliser, comme un pingouin va te faire, ou un panda va te faire, ou une pénalité manuelle va te faire. Ça ne va pas pénaliser, mais ça peut te ralentir. Alors que un content spinning mal foutu, ou bien des trucs un peu modifiés, mais avec un taux de similarité extrêmement élevé, ça, pour moi, ça peut te poser plus de problèmes que du duplicate comme ça. Tu vois. mais Donc c'est un peu finalement contre-intuitif, mais ça, c'est mon idée. C'est mon idée. Hein. On a chacun ses théories, tu sais, ouais. d'experts en expertise et machin. Mais un texte à trous bien fait, si pour moi, les trous ne sont les termes sur lesquels le moteur vient gratter et qu'à côté, ce sont juste des verbes, des pronoms et des mots sur lesquels il ne les voit pas, en fait, au final, par exemple, vous recherchez un nanana dans la ville 2, tu pourrais changer artisan et la ville, tu n'es pas en duplicate, quoi. Parce que vous recherchez un, le nombre de sites qu'il y a, vous recherchez un dans Google, il y en a des milliards, en fait. Donc, du coup, pour moi, le moteur ne peut pas venir dire que c'est du duplicate. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, Ouais, je vois. quand tu rentres plus précis avec certains mots et que tu as des enchaînements avec des mots-clés précis, là, tu es tout de suite en duplicate parce que tu es sur le vocabulaire que le moteur est en train de rechercher pour la requête donnée, quoi. Ok, j'aime bien Ouais. aussi cette vision-là. Maintenant, on est d'accord, sur un taux de similarité en dehors duplicate, pas duplicate, hein, Bien sûr, bien sûr. qui reste élevé. On n'est pas à 100%. Là, je suis d'accord avec toi. Mais Mais on il est, reste on est élevé. très élevé, complètement. Mais moi, je préfère faire ça que du content spin aujourd'hui. D'accord. Ok, ça roule. Même si à choisir, je préfère faire aucun des deux, hein. Mais Ouais, le mieux, on est quand même d'accord, c'est un beau texte rédigé par un ou une rédactrice ou rédacteur ouais, manuellement. ou pas de texte. Tu sais que Star of Service, il n'a pas de contenu. Sur la très grande partie de ses pages, Star of Service, il n'a pas de contenu. Disons qu'il a Je te créé dis parce que c'est un des concurrents, enfin, tu vois. Et non, donc, mais j'ai passé sur tous les concurrents il a possibles. créé un Il a contenu des qui a été contenus de généré certaines avec des pages. fausses. Son contenu, c'est les fausses fiches, en fait. C'est les fiches des mecs. Ah oui, donc c'est ce que, oui, c'est l'annuaire, quoi, si tu veux. Ouais, mais donc il y a entre Oui. guillemets un contenu sur le cache de points Ah oui, mais en qui n'est fait, pas sur cette rédigé, quoi. concurrence-là, ils ont. Ouais, ouais, mais en fait, sur cette concurrence-là, ils ont tous des fiches. Donc, ça, c'est la valeur centrale de la page, c'est les fiches. C'est Mm. parce que c'est ce qui répond à l'intention. Peintre au bâtiment Paris, tu veux aller chercher un peintre au bâtiment Paris, donc la page te suggère des fiches. Mais quand je dis ça, c'est que les concurrents, en général, ils ont un contenu en haut ou en bas, en plus. Ouais. Là où Star of Service, sur la très grande partie de ces pages, ils n'ont pas de contenu. Tu vois. Ils n'ont pas de contenu supplémentaire à l'annuaire, comme tu dis. Comme beaucoup Et d'e-commerce, Amazon n'a pas de contenu sur ces catégories. C'est Discount a Amazon très n'en peu a de contenu. pas, Zalando en a. Voilà. Mais pas sur tout, encore une fois. Mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est assez fou. En fait, quand on peut dire, OK, tu peux faire du content spinning, tu peux faire des textes à trous, tu peux rédiger un beau texte, ou tu peux ne pas avoir de contenu sur certaines requêtes. Et comment t'expliques cela, du coup? C'est l'autorité du domaine, c'est les backlinks sur la page, c'est la qualité des BL, c'est la marque qui est travaillée d'une autre manière que le SEO. Pour moi, il y a plusieurs choses. Déjà, tu as tous les fondamentaux SEO, donc d'un point de vue technique, arborescence, etc. Donc, ça, je ne repasse pas dessus. En supplémentaire, tu as le fait que tu réponds à l'intention de recherche, qui est que quand tu recherches peintre en bâtiment à Paris, tu recherches un peintre en bâtiment. Et donc, si on te propose des peintres en bâtiment, tu réponds à l'intention de recherche. Donc, ça, c'est déjà ce que Google de base veut. Ouais, mais ça, tout le monde le fait, Et ensuite, l'intention de recherche. Je fais un annuaire de ouais, après, peintre sur à Twitter, Paris, bah, il j'y y a réponds. beaucoup. Comment?
Je Je pas veux compris. dire, si je fais une page qui liste des peintres en bâtiment à Paris, je réponds tout de Ah suite ben, à du moment l'intention que tu de listes, tu fais, ouais. Du moment que le tu listes top, des peintres, ouais. le top Maintenant, si tu 50 fais, répond. Le top 50 des pas si sites web sûr, parce que dans le répond. top 50, tu peux avoir des trucs, Non, comment mais on s'en choisir fout. son peintre, etc., tu vois, Ouais, mais ou le top qui peut 20 être une ou tu vois. intention, mais qui n'est pas l'intention primaire, tu vois. Euh, mais du coup, ce que je veux dire, c'est donc le fait de répondre à l'intention correctement, bah, je le précise, ça peut paraître évident. Après, il y a encore, moi, dans les sites clients, que ce soit en agence ou en freelance, quand tu démarres sur un site qui a déjà été fait, tu te rends compte que l'intention, elle n'est pas du tout toujours ciblée sur chaque page. Bien loin de là. Mais en tout cas, oui, donc du moment que tu listes, tu réponds à l'intention. Donc déjà, bah, c'est ça de gagner. Et après, bah, l'autorité du domaine et le linking sur ces domaines-là. Donc, Le seul avantage d'avoir du contenu supplémentaire, c'est que tu peux rajouter des informations en plus et donner non seulement plus d'informations au lecteur, tu listes des peintres au bâtiment à Paris, mais comment tu fais pour les sélectionner, quels sont les tarifs, machin. Ça, c'est une information que tu peux donner en plus à Google, que si tu ne mets pas de contenu, tu ne donnes pas cette info-là en plus, donc tu y perds un petit peu. Éventuellement, tu peux le contrebalancer avec de l'autorité de domaine. Star of Service, c'est une autorité de domaine qui est assez folle. Tu vois. donc on se retrouve quand même toujours dans cette guerre entre, on va Et il y a dire, un arbitrage, hein. ouais, voilà, c'est ça que je veux te dire. Au final, Ah, bien sûr. c'est quand même le backlink qui gagne sur les grosses thémas, quoi. C'est l'autorité, c'est le domaine le plus autoritaire qui va venir te, te, Ouais. te piller, quoi. Là où la majorité des exemples, ça c'est un peu ce que je crains aussi sur les choses. Alors moi, je suis ouvert à tout ça et je suis pour avoir plein d'exemples super cool. J'ai eu un exemple sur une requête hyper concurrentielle où il y avait beaucoup de liens chez les concurrents. Le gars que je t'ai parlé tout à l'heure, le site qui est ranké en position 0, il avait le contenu parfait, il avait du lien. Il avait du lien en route domaine, Hmm. mais moins que la concurrence. Il n'avait pas de lien en URL sur la page qui doit ranker. Donc il avait une base quand même, mais il n'avait pas travaillé la page spécifique. Et ranked, tu vois. Donc ça, c'est déjà cool. Mais Mais là cette où les page, sites où on a zéro, moi, tout ce que je vois, c'est quand on a des cas d'expérience où on dit, OK, j'ai ranké son backlinks, où tu n'as pas de backlinks, mais en fait, c'est des blogs. Mais en fait, oui, tu peux faire ranker un blog qui a 300 contenus euh, sans backlinks. Encore une fois, il y aura des limites. Il y aura des limites. Mais tu peux avoir du trafic. Tu vois. Mais là n'est pas le sujet. En fait, là est le sujet sur les requêtes sur lesquelles on travaille. Enfin, au quotidien, je ne travaille pas avec des blogs. Tu vois. Les gens ils ne contactent pas pour ça. Ça, ils savent faire eux-mêmes. Ils vont faire comment faire du SEO sur un blog. Ils vont prendre les bases et vont faire leur blog. Tu vois. Pas besoin de toi pour ça. mais ce que je voulais dire, c'est que la page que tu nous disais tout à l'heure qui rank sans backlink, elle a quand même un backlink interne, puisqu'elle est bien Elle a maillée. du jus en interne, bien sûr. Voilà, Ouais. et elle reçoit du. Mais moins que la concurrence. Et là où la concurrence cravache sur l'URL, hein, par contre. Ok. Donc, on va dire, il a du backlink. Il a du jus. Mais il n'a pas un avantage concurrentiel là-dessus. Loin de là, il est perdant. Pour toute la SERP, il est perdant sur ce point-là. Par contre, du point contenu, il était top. Mais en fait, il était top parce qu'il pouvait faire, là, pour le test, entre guillemets, hein, voilà, il pouvait faire ce que la concurrence ne pouvait pas faire. Et que si lui, demain, il lançait son produit, il n'aurait pas pu faire ça. Tu vois. Donc, on revient au même principe. Tu vois. Mais ça reste intéressant de se dire, OK, au moins, le constat qu'on peut faire et qu'il ne faut pas être borné, je pense que voilà, c'est oui, le contenu a de plus en plus de valeur et Google est de plus en plus fort sur ce point-là. Là, je pense qu'il ne faut pas rester borné. Euh, mais l'autre extrémité n'est pas bonne non plus, de dire le contenu égale 100%, le backlink égale 0%. Je pense que ce n'est pas bon. Non, mais Euh, c'est évident. c'est pas bon du tout. Déjà, encore une fois, le PR, il est encore là. Et ça reste, le web, il reste basé sur les liens hypertextes. C'est l'essence même du web. Et Google, il n'est pas encore prêt à lâcher le PR. Enfin, c'est mon avis. Mais je pense que tous les SEO sont de l'avis. Beaucoup de SEO sont de l'avis. De se dire que le PR, il n'est pas encore prêt de le lâcher. Même La, s'il a moins de poids qu'avant, la question, c'est c'est est-ce qu'il encore un peut, sacré poids. la question, c'est est-ce qu'il peut le lâcher? Est-ce qu'il peut le lâcher? Pour moi, je ne vois pas comment il ferait. Ça paraît Actuellement. compliqué, hein. Ouais, quand tu as un algo qui est travaillé sur le même objectif depuis des dizaines d'années, tu casses pas tout, ou alors tu casses tout, tu refons tout, mais tu Ouais, veux des couches qui arrivent, quoi. Tu peux c'est pas. vachement un gros risque. Ouais, Ouais. c'est ça, tu peux pas tout péter, quoi. Ok. Autre chose sur le contenu? Ah, mais là, on a parlé contenu linking, en fait. Ouais, sur le contenu, après, il y a plein de trucs à dire aussi, mais ouais. Mais globalement, et là, on a parlé de pas mal de choses, mais toujours en lien avec le linking, quoi, du coup. Euh, ouais, bah, je sais pas si tu veux parler d'autres choses sur le contenu ou pas. Bah, pour ma part, ouais, c'est pas non plus
Moi, aujourd'hui, ce que je fais beaucoup, du coup, c'est ce que je fais à 100%, que ce soit matin, midi, soir, c'est accompagner des clients, des projets, des entreprises sur le SEO, générer de la croissance en SEO. Voilà. Donc, c'est un peu une vision 360. J'aime beaucoup ça, tu vois. Là où avant, je faisais presque que Une partie, du ouais. linking. Ouais, c'était ça. Euh, Et du coup, toi, ce que tu constates avec tes clients, c'est ils sont matures en SEO, ils comprennent de quoi on parle, ou ils sont un peu, j'y comprends rien, on ne sait pas pourquoi, faites le job, quoi. ouais, c'est une très bonne réflexion aussi, point de vue business et d'un point de vue, on va dire, client, au-delà de la tech, etc. Moi, j'ai deux visions. Du coup, j'ai la vision belge et la vision française. Et ce qui est sûr, c'est que le marché français du SEO est beaucoup, beaucoup plus mature que le marché belge, là où en Belgique, on fait encore énormément de SEA. Le SEA, c'est le SEA. Enfin, tu vois, les gens ils vont te contacter pour du SEO en pensant que tu vends du SEA. Enfin, donc, c'est vraiment très, très axé SEA encore, j'ai l'impression. Et où les entreprises en Belgique comprennent un petit peu moins globalement l'intérêt ou pourquoi faire du SEO finalement. Là où aux Pays-Bas, c'est déjà un peu plus développé, mais toujours moins qu'en France. Euh, donc, typiquement, là, j'ai trois comptes en freelance à côté de l'agence. C'est très simple, j'ai un Belge, deux Français. Une boîte belge, deux boîtes françaises. Et donc, globalement, par contre, par rapport au nombre de prospects, clients, etc., que j'ai rencontrés, globalement, j'ai tendance à dire que, ouais, quand le mec, du moins, te contacte pour faire du SEO, il sait relativement bien de quoi tu parles par rapport à la Belgique, encore une fois. Si tu regardes à 100% sur la France, tu as toujours des gens qui vont avoir du mal à comprendre l'aspect budget, parfois. Mais souvent, quand tu as quelqu'un qui ne comprend pas trop le budget ou pourquoi investir comme ça dans le SEO, c'est aussi souvent un projet qui est moins mature et qui n'a peut-être pas besoin de faire du SEO dès maintenant. Alors évidemment, le SEO, plus tôt tu le démarres, mieux c'est. Tu vois, tu as un avantage à démarrer tôt. Mais en fait, en pratique et d'un point de vue business, est-ce que tu peux vraiment le faire quand tu dois prioriser tes dépenses? Tu vois, donc c'est l'idéal, mais est-ce que tu peux vraiment le faire? Parfois oui, et il faut le faire, et parfois non. Et dans beaucoup de cas, c'est quand même non. Et donc, ça reste des boîtes où tu n'as pas d'équipe en interne. Par exemple, quand je dis équipe, tu n'as pas d'équipe qui peuvent produire du contenu ou tu n'as pas d'équipe qui peuvent intégrer des recos tech. Donc, que ce soit du dev ou que ce soit même un sous-traitant, que ce soit une agence ou un freelance. Dans beaucoup de cas, dans beaucoup de ces cas-là, tu n'as pas ça. Mais en général, quand tu as une boîte qui arrive, qui a un minimum d'équipe, tu n'es pas sur la multinationale, hein, mais qui a un minimum d'équipe, qui sait à peu près où elle veut aller, qu'elle a une vision pour sa boîte, etc. En gros, quand même, beaucoup de boîtes, à part les très petites boîtes, artisans, etc. En général, j'ai quand même l'impression qu'il y a de la pédagogie à faire. C'est, on va dire, une très grande partie du métier. C'est de la pédagogie. Euh, mais ils savent où ils vont. Voilà. Ils savent pourquoi ils te contactent. Donc, moi, mon avis, mon ressenti est relativement favorable sur la France. Là où en Belgique, encore, on a une latence. Ok. Et Donc, ça peut être encore plus évangélisé, ça peut être encore plus connu et y avoir plus d'intérêt. Ah ouais, peut-être le cas qu'il faut dire, parce que sinon, voilà. C'est effectivement, d'un point de vue, par contre, parfois, tu dis, OK, tu as des clients qui vont mettre un très, très gros budget en SEA, mais en SEO, ils vont mettre un tout petit budget. Ils vont dire, mais pourquoi voilà. Et donc, l'équipe SEO dit, OK, mais en fait, tu mets un budget énorme en SEA. Si tu mets 5% de ton budget SEA en SEO, tu as déjà un truc de ouf. Mais même ça, tu ne peux pas le mettre. Tu vois. Et donc, parfois, ça, c'est une incompréhension. Voilà, tu te demandes, OK, pourquoi euh, Mais c'est des cas spécifiques. Il y a déjà des cas où tu es sur des plus gros projets et où les mecs sont encore très branchés pub, ads, parce que le ROI est plus facilement mesurable qu'en SEO, même s'il est ouais. mesurable en SEO, mais c'est plus compliqué. Donc, tu as certains plus gros projets qui vont préférer mettre beaucoup plus d'argent sur la pub où ils vont pouvoir mesurer, tout en tâtant le terrain sur le SEO. Et si ça marche, mettre plus de budget. Why not? S'ils sont satisfaits, qu'ils sont rassurés. Je pense que dans beaucoup de cas, c'est une question de besoin d'être rassuré, je pense. Tu sens encore des stigmates de pingouins et pandas? Ou c'est complètement Ah, derrière c'est nous? super drôle ça. Alors pour moi, c'est pas totalement derrière, mais c'est pas du tout comme avant. Ça veut dire que bon, déjà pour poser Penguin, ça pénalise pas la qualité des liens, ça pénalise les encres. La qualité des liens, finalement, tu as RunBrain qui est suffisamment smart pour aller se dire, OK, tous ces liens-là, on ne les prend pas en compte. Tout simplement, nous, on ne le sait jamais, mais en fait, les liens, ils ont eu zéro de valeur. Parce que RunBrain a dit non. Euh, donc, les liens sont plus vraiment pénalisés. Ce qui est pénalisé, c'est les encres, par contre. Euh,
Donc, j'ai l'impression aussi comme qu'on fait pas mal plus attention aux encres qu'avant, en règle générale, même si tu as toujours des cas où tu as des très forts taux d'ancrage par rapport à la concurrence. Mais je pense que c'est quand même moins courant qu'avant. Tu vois, il y a beaucoup de sensibilisation par rapport à avant, c'était très bourrin. Alors, tu arrives avec des taux d'ancrage très forts, etc. Tu prends un penguin, c'était sûr. Là où aujourd'hui, il faut quand même y aller, je pense, pour prendre un penguin sur des encres. Euh, donc, pour moi, c'est pas derrière. Il faut quand même faire gaffe. Il ne faut pas. De toute façon, des encres suropties par rapport à la concurrence, mais vraiment en décalage total, ça va globalement pas être en ta faveur. Euh, Penguin ou pas penguin. Donc, ça ne sert à rien. Moi, je m'accorde toujours en termes d'ancrage finalement sur la concurrence, etc. Donc, je ne dirais pas que c'est derrière nous. Donc, il faut toujours être prudent là-dessus. Mais ce n'est pas comme avant. Non. Ok. Et je pense qu'on tend vers ça. On tend finalement vers, OK, t'es pénalisé, mais de manière tellement locale que tu ne sais même pas. Et Ou que si par tu URL. travailles, ça va être réexploré, réindexé, et ça peut aller. Mais je pense que voilà, c'est un peu comme comment tu guéris le cancer. Avant, tu foutais du poison partout, et maintenant, tu isoles plus quand tu peux isoler. Parce que les technos, ils ont évolué. En vrai, c'est une très mauvaise comparaison, mais je trouve que ça fait quand même un minimum sens. Qui est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, Google fonctionne de manière beaucoup plus locale euh, que d'un Oui, point de vue général. avant, il t'aurait Là, flingué c'est tout un mon point de site. vue là-dessus. Je me base pas sur des brevets et autres, donc c'est mon point de vue, Ouais. d'un point de vue Avant, expérience. il t'aurait flingué tout un site. Maintenant, il va te flinguer une URL, un Ouais, mot-clé ou un groupe de mots-clés, quoi. Mais tu peux continuer à vivre sur d'autres, quoi. ouais, c'est ça. C'est aussi mon impression globale. Ouais. Hmm. Ok. Euh, C'est un peu différent. et les clients comprennent cette notion de pénalité, de filtre auto ou filtre manuel. Tu vois, il y a cette notion quand tu parles en agence avec eux, de dire, bah, écoutez, on va bosser, OK, on va retaper votre site web sur la partie technique parce que là, on est à la rue, sur tous ces critères, le TTF, le machin, le truc, le time to first byte, OK. Est-ce que tu leur dis le contenu, on va bosser le contenu, bon bah très bien. Est-ce que quand tu parles de netlinking avec eux, ils se disent, tu vois, ils sont conscients qu'il y a un petit risque en fait, parce que derrière c'est des équipes, derrière c'est du budget, derrière c'est du chiffre d'affaires. Ouais, alors ça c'est très marrant. Alors c'est radical, hein. C'est oui ou non. Donc c'est soit le client il s'informe, etc. Et donc il tombe sur des contenus et sur des articles. Donc il va entendre parler des pénalités, des choses qu'il faut faire attention, ce genre de trucs. Et donc il peut arriver à être même trop prudent et te demander chaque chose que tu fais et être sûr que tu ne fais pas de la merde. Donc tu as ce profil de client-là. Et après, tu as un autre profil de client qui est je comprends rien au SEO, mais je connais la finalité business, je connais l'intérêt de ce que tu fais, tout ça. Mais d'un point de vue technique et concrètement, j'y comprends rien et je m'en fous. Voilà, donc là, c'est le client honnête qui, lui, du coup, il va te faire confiance. Et donc, c'est à toi de faire le job correctement. Et donc, il ne va pas du tout s'intéresser à l'aspect pénalité, etc. Donc, moi, j'ai un peu les deux types de profils de clients que je vois. D'accord. Euh, et donc, je ne sais pas s'il y avait une question sous-jacente par rapport à ça. Mais du Non, coup, il faut c'était de être ça. pédagogue dans les deux cas. Dans les deux cas, il faut être pédagogue. Il faut simplement, quand le client il s'en fout, bah, tu vas quand même lui expliquer ce que tu fais pour que tout soit clair. Quand le client est super intéressé, bah, tu peux être amené à lui expliquer plus de choses, plus en détail, lui donner des ressources complémentaires et lui expliquer à ce moment-là aussi que on doit faire attention, mais pas être parano sur pas mal de choses. Et il y a pas mal de choses où, si j'ai l'impression, on en fait un peu trop. Tu vois. Euh, quand on te dit parfois acheter des liens, c'est pas bien et tu vas te choper une pénalité pour ça, j'ai envie de dire, attendez les gars, on fait pas de l'échange de liens AA, quoi. Tu vois. Donc c'est ça que je veux dire, il faut nuancer l'aspect. Euh, Mais en même temps, l'échange de liens AA, le stade de foot, il fait un lien. L'équipe de foot locale a fait un lien vers la mairie et la mairie a fait un lien vers l'équipe de foot, quoi. Ils prennent pas non, une mais j'ai pénalité. Selecto en tête. Tu vois, ils se sont chopés une pénalité, c'est un site récent, tu vois qu'elle existe encore, la pénalité. Selecto, c'est le meilleur exemple. Maintenant, je suis d'accord avec toi. Quand c'est pertinent, le lien AA, Non, mais c'est un très bon sens, hein. Selecto, ils l'ont fait tous les Voilà. jours, à 5 par jour Selecto, ils pendant. ont abusé, encore une fois. Pour moi, la pénalité, elle vient de l'abus aujourd'hui. Ils ont vraiment abusé. On est d'accord. Là, je me dis, mais limite, c'était Bah, la un test. stratégie était basée là-dessus, quoi. C'était un test. Savoir jusqu'où ils pouvaient tirer la corde. Mais quand même, donc elle existe encore la pénalité. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment sûr. Il faut y aller, quoi. Il faut vraiment. Faut y aller. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Ok. Donc, Après, quand tu es avec le client, tu vas toujours être plus prenant que sur tes sites. Si moi, je suis pas parano sur mes sites
et où je vais faire attention, mais normal, machin, d'office, je vais faire un peu plus attention encore sur le client. Parce que tu dis, tu as beaucoup moins de marge de manœuvre et tu n'as pas le droit Hmm. euh, de faire des choses que tu sais que tu prends un risque fort. Quand tu es en Entre agence, guillemets, parce que là, ils vont me dire, les gens, bon, ok, mais t'achètes des liens, donc tu prends un risque. Ok, mais ça reste pour moi un risque relativement maîtrisé. ouais, c'est maîtrisé. Ouais. Quand tu es en agence comme ça, tu vends quoi comme résultat à tes clients? C'est... Parce qu'un client, il vient souvent voir en disant, moi, ce que je veux, c'est plus de ventes. Ouais, Ouais, ok, c'est sympa, mais yes. nous, déjà, on va parler de position. Tu vois, le gars, il te dit, ouais, moi, j'ai eu un client récemment, il me dit, je suis super content, tu m'as passé premier, c'est cool, mais il dit, mes ventes, elles ont fait que plus tant de pourcents. Tu vois, il n'y a pas que la position, hein. Il y a la conversion, il y a la landing, il y a la page, il y a tout ce qui va avec, il y a le suivi. Tu vois, je veux dire, c'est vraiment un tout. Et il dit, ouais, j'ai pas été Ouais. les yeux plus gros que le ventre. Donc, tu vends quoi, toi, un client que tu as en compte, quoi? Ouais, ben c'est une super bonne question d'un point de vue business encore. Alors déjà, le premier point qui est que on a beaucoup débattu sur le sujet de se dire, ok, est-ce que le consultant doit avoir cette vision business ou bien faire simplement du SEO? Est-ce qu'il doit s'intéresser à l'industrie, du client, etc., etc. Mais vraiment s'impliquer sur la partie business ou pas? Et pour moi, la réponse, elle est oui, catégorique. C'est le consultant d'aujourd'hui, de demain. S'il s'intéresse que au SEO et que c'est simplement le geek qui fait du SEO et que son seul job, c'est de faire du SEO et donc il te fait ranker et c'est bon, c'est pas un consultant qui, pour moi, va perdurer. Euh, Aujourd'hui, les entreprises, elles demandent vraiment, enfin, on va dire les projets intéressants, ils demandent à ce que tu t'impliques sur la vision business et sur la vision de leur industrie, euh, du consulting, quoi. Donc, il faut déjà avoir cette vision business et dire au client, OK, je comprends ce que vous faites, je comprends vos problématiques business, je comprends vos objectifs d'un point de vue vente, etc. Voilà maintenant, nous, ce qu'on fait en SEO et voilà les trucs à accepter. Et donc là, j'aime bien comparer le SEO et le SEA. Donc, j'explique au client que déjà, d'un point de vue, le SEO et ça, c'est très différent, mais c'est très complémentaire. OK. Donc le SEA, tu poses du budget, tu travailles correctement, tu vas apparaître du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire que tu vas avoir des ventes du jour au lendemain, mais tu vas apparaître du jour au lendemain en mettant du budget. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Tu achètes, tu apparais. Euh, Derrière ça, il faut bosser, tu comprends. Mais tu achètes, tu apparais. Derrière, si tu ne payes plus, tu n'apparais plus, okay, du jour au lendemain. Euh, A contrario, le SEO, c'est totalement l'inverse. Tu payes, tu n'apparais pas, tu apparaîtras plus tard. Mais quand tu arrêteras de payer, si le travail était bien fait, que tu as eu des résultats, les résultats ne vont pas tomber du jour au lendemain. Tu vois. Évidemment, il y a toujours une certaine approche où il faut dire, OK, il faut continuer de travailler pour perdurer, pour faire évoluer le truc. D'un point de vue purement pratique, tu arrêtes ta campagne de SEO, tu attends 6 mois, tu ne vas pas tomber à zéro de trafic. Tu arrêtes ta campagne de SEA, tu attends un jour, tu perds le trafic. Enfin, tu n'as plus de trafic, tout simplement. Donc, c'est pour ça que c'est très différent, mais très complémentaire. Ce que j'aime bien dire aux clients d'un point de vue aussi SEO, SEA, c'est que le SEA, tu peux aller mesurer ton ROI très facilement. Tu as injecté autant, tu as eu telle conversion, c'est facile de suivre. C'est de la pub, finalement. C'est du media buying, c'est facile de suivre. Alors que le SEO, c'est différent. C'est une stratégie qui est beaucoup plus long terme, euh, qui doit être pérenne, mais on va dire, un vrai diesel. C'est-à-dire que tu investis dans une stratégie de contenu qui est aussi en lien avec ton marketing, etc., dans des backlinks, tout ça, etc. Donc, tu investis, tu travailles sur le site. Et moi, j'aime bien avoir l'optique 6 mois. Donc, j'aime bien dire, OK, quand je parle de résultats significatifs, ça veut vraiment dire des résultats significatifs. Le temps que déjà tu prennes l'existence du site, que tu optimises des parties tech, etc., que tu mettes en place la stratégie de content, les backlinks, etc., etc., j'aime bien avoir une idée de 6 mois pour commencer à avoir des résultats que j'appelle significatifs. Ça ne veut pas dire que ça va pas avoir de traf avant, ça veut dire d'un point de vue significatif, j'aime bien avoir cet esprit environ 6 mois. Mais derrière, c'est du long terme, mais aussi, tu arrêtes le SEO, tu as un site, tu as une arborescence, tu as des contenus qui servent pour le SEO, qui servent pour le marketing aussi, et tu ne perds pas tes positions du jour au lendemain. Donc, je pose ça comme de l'autonomie d'un point de vue trafic, là où d'un point de vue trafic et finance, là où sur le SEA, tu n'es pas autonome. D'un point de vue, tu dois toujours payer pour avoir du trafic. Donc, tu n'es pas autonome. Donc, d'un côté, il y a la partie autonomie. Donc, déjà, il faut que le client comprenne bien ça, qui vient avec la paix à long terme. Donc, en général, les projets intéressants sur lesquels tu travailles, où il y a un minimum de budget, des gens qui savent où ils vont, qui savent ce qu'ils font et qui font un minimum d'équipe, comprennent très très bien cette différence et cette complémentarité SEO, SEA. Et aussi C'est d'un comme point de si vue ROI, etc. c'est comme si tu crées ta centrale nucléaire ou alors tu achètes ton gaz en Russie, quoi.
On va dire c'est à peu près ça. Voilà. C'est un peu Non, il faut ça, ou de bien l'eau. j'avais fait un post LinkedIn sur SEO, s'investir en bourse, et le SEA, ça travaillait. Alors, c'est un petit peu controversé, et why not? Mais ce que j'aime bien dire par là, c'est que t'investis en bourse, du jour au lendemain, tu ne vas pas être rentable, mais sur le long terme, tu vas gagner en autonomie, probablement, sur l'aspect financier. Alors que si tu fais que travailler, mais que tu n'investis pas ton argent et que tu gardes tout en cash, tout ce que tu vas faire d'année en année, tu vas pas devenir plus autonome d'un point de vue financier. Mais le Voilà. SEA Mais par que... contre, c'est très complémentaire parce que Ouais, tu ne c'est peux pas ça. investir en bourse si tu n'as pas de revenus, si tu n'as pas de cash. Donc, Mais tu vois, c'est extrêmement complémentaire, mais très différent en même temps. on voit des leviers intéressants où de toute façon, dans certaines SERP et certains métiers, si déjà tu n'es pas une marque qui passe à la télé, à la radio, qui fait de l'ADS, qui a des sources de trafic très diversifiées, en SEO, déjà tu pars page 2 quoi. Tu peux faire le meilleur des jobs, tu auras vraiment du mal à percer sur un top 3 ou un top 5. On le voit sur des très très gros mots-clés, hein. Alors, il y a l'exemple de ton client tout à l'heure avec sa page spéciale. Mais en ayant une page spéciale, il avait peut-être aussi déjà de l'ADS à côté, peut-être qu'il fait d'autres Non, acquisitions de traf. Il a zéro pas côté d'ads, SEO pas de brand. Pas d'ads, pas de brand. Alors que les concurrents ont, pour tout le reste, quoi. allez quoi, sur la SERP, non pas tout le reste, mais sur la SERP, sur les 10, tu en as 4 qui ont beaucoup de brands. Ouais. Tu vois. Bon. La brand, c'est assez controversé aussi. C'est vrai qu'il y a des SEO là, il y a deux camps. Il y a ceux qui disent aucun impact, aucun impact direct, et puis tu en as qui disent OK, impact direct. Bon, moi, je suis dans la team, pas la tienne, du coup, où il y a un impact mais indirect. Ouais, moi je dis impact indirect. Mais Moi, c'est ce que je dis. C'est impact Ah, ok. par effet de bord, mais il y a un impact au Ouais. final, mais qui est Ouais. pas lié à l'algo, qui est lié à plein d'autres choses, qui est lié au fait que tu es, une vraie boîte et tu n'es pas juste un gratteur de liens ou comment dire, un SEO qui ne veut pas mettre dates, quoi. Donc, je dis pas que Ouais, c'est ouais. dans Non, je pense qu'il y a un l'algo, impact indirect. Mais, voilà, c'est un levier indirect, quoi. De ouais. toute Ouais. façon, Mais par contre, j'ai un cas. Là, j'ai un cas. Je connais une marque. On avait fait une propale pour cette marque. Où la marque a été recherchée sur un seul mot-clé, la marque principale, elle avait 40 000 de volume mensuel, ce qui est pas mal sur un seul mot-clé marque. Par contre, d'un point de vue SEO hors marque, OK, leur arborescence n'était pas ouf, ils n'avaient pas toutes les optimes, tout ce que tu voulais, hein. C'est pas optimal du tout, du tout. Mais quand même, en fait, la marque, ça leur apportait 98% de leur trafic. Donc, tu n'avais que 2% du trafic qui venait de mots-clés hors marque, ouais, donc, alors que la marque était très connue. Donc, en fait, c'est pour ça. OK, impact indirect, probablement, mais je dis pas que c'est pas important, hein, mais je pense juste que ça peut être un petit peu surcoté actuellement. oui, oui, oui. Euh, je pense que c'est légèrement surcoté parce que ça paraît évident, en fait, mais que c'est pas spécialement aussi. Enfin, c'est pas parce que c'est si évident que c'est ça. Complètement, complètement. Euh, SEO technique, sous-évalué, surévalué? Alors ça dépend, hein, parce qu'en agence, c'est pas spécialement sous-évalué. C'est ça qui est très drôle. On pousse pas mal la tech. Euh, Même chez les clients, d'ailleurs, c'est souvent assez difficile, mais pour moi, alors ça, c'est encore un camp, hein. Quand tu as le consultant qui te dit ouais, j'ai fait des recos, mais qui on l'a pas intégré, mais pour moi, c'est la faute du consultant. Ouais. Mais après, je suis radical, tu vois. Mais le job du consultant, c'est pas simplement, encore une fois, c'est pas le geek. Il peut avoir été geek, mais en fait, face à Non, des mais si clients, c'est ton juste, job, c'est d'envoyer des recos, si mais c'est c'est juste aussi de faire intégrer tes recos. ouais, si c'est juste recopier les recos que Google nous donne pour le transmettre à ton client et dire moi j'ai fait le job, c'est bon. Si le mec il C'est pas n'intègre ça. pas, voilà, non, forcément, les recos, tu ne peux pas faire à 100% ce que Google te demande. Tu as des problèmes de techno, tu as des problèmes de marketing, tu as des problèmes de compatibilité. Mais le but, c'est justement d'essayer d'emmener le dev dans ses retranchements pour essayer de faire le max du max, quoi. Et tu n'y arrives Et pas je pense que toujours. c'est ça, c'est accompagner le client. Et je pense qu'il y a beaucoup d'humains là-dedans aussi. Et voilà, donc la technique, c'est pour moi, dans mon entourage, du moins, c'est pas sous-évalué. On pousse pas mal. C'est par contre quelque chose, et je l'admets, hein, qui est parfois difficile. Et il faut faire avancer les choses, machin, mais c'est pour moi, c'est le job du consultant et tu as des projets, c'est de faire avancer les choses. Euh, mais donc, moi, dans mon entourage, pas sous-évalué. Non. Et pour toi, ça peut être un frein, ça peut être un blocage à un top 3, ça peut être, au final, on s'en fout un peu parce que pour le moment, c'est encore peu pris en compte. Alors, ouais, ça dépend quoi, tu vois, parce que tu as les web perfs. Tu vas dire, OK, tu as une web perf pourrie par rapport à tes concurrents, tu vas pas ranker. Pour moi, c'est pas vrai.
Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, pour le moment, la WebPerf n'a pas eu d'impact SEO direct. Direct, encore une fois. Euh, la WebPerf, elle vient juste, par contre, au niveau des Core Web Vitals, être prise en compte dans l'algo Google, dans une des dernières Core Updates, je ne sais plus laquelle exactement, mais une des dernières Core Updates, ça venait d'être prise en compte, mais avec un pourcentage, une pondération qui était minime. Et ça, Google le dit lui-même, ça reste minime par rapport à ce qu'on peut faire ailleurs. Maintenant, moi, la WebPerf, je la pousse. Et je la pousse fortement à mes clients et je ne la pousse pas spécialement pour le SEO. Je la pousse pour l'utilisateur. Encore une fois, la vision de business vient de pair. Pourquoi? Parce que si tu es sur un e-commerce que tu as un temps de chargement nul, tu vas perdre énormément de business. Et sur des sites plus informationnels, tu vas peut-être perdre moins de business quand c'est e-commerce, mais tu vas perdre énormément en confort utilisateur. Donc évidemment, la vie globale, l'utilisateur passe un moins bon temps sur tes pages. Donc pour moi, ce n'est pas pour le SEO que je pousse le web perf, mais c'est pour l'user. Et je connais beaucoup de gens qui poussent aussi comme ça, parce que au bout d'un moment, il ne faudra que penser SEO, je pense. Donc, ouais. Donc ça, c'est, on va dire, la partie tech. OK, elle est importante pour l'user, moins pour le SEO, mais elle est du coup extrêmement importante aussi parce que pour l'user, elle est importante. Et puis, donc, tu as par contre des fondements tech qui, là, pour moi, vont être beaucoup plus intéressants pour le SEO directement. Euh, un problème tech, là, qui pour moi a un impact assez fort et qui est de plus en plus courant parce qu'on a de plus en plus de sites en JavaScript, c'est pouvoir avoir un site qui peut être crawlé par Google sans que Google doive le rendre en JavaScript. Et donc, que le contenu puisse être directement rendu en HTML pour Google avant qu'ils doivent rendre le JavaScript. Donc, c'est toutes ces conneries de Ça, Vue.js, oui. d'Angular et ainsi de suite, quoi. Tout ça. Alors après, il y a plein d'avantages pour les devs aussi à utiliser ça. Et Bien OK, sûr. il y a de plus en plus de sites qui tournent là-dessus. Donc, encore une fois, ce n'est pas aux devs de s'adapter là-dessus, c'est au SEO. Quand les SEO disent ça fait chier, je ne suis pas d'accord. Non, ton job, c'est d'évoluer, c'est de te mettre à jour vraiment, parce que tout le monde dit se mettre à jour. Et concrètement, quand on a 10 qui disent de se mettre à jour, tu en as 4 qui le font. Tu vois. Et même dans certains SEO qui sont très connus, tu vois. Euh, je vais encore me prendre des claques. C'est le gamin de merde. Non, mais c'est On mon n'est pas avis sur après Twitch, global. on passe Mais par là. ah, ouais, c'est ça. C'est mon avis global. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est OK, c'est au SEO de s'adapter et de faire en sorte de mettre à jour ses connaissances pour faire du SEO sur un site JS. Et en fait, et ça, Herley de OnCrawl, il avait très bien dit, encore une fois, tu as un site JS qui est performant et que le SEO l'a bien fait ses recos et qu'ils ont bien été intégrés, il n'y aura aucun problème. Et j'en ai vu là, des sites JS, et vraiment, il n'y a pas de problème du moment que tu fais tout ce que tu dois faire pour faciliter le crawl sur Google. Parce que Google, il va crawler. Même s'il doit rendre le JS, il va le crawler. Sauf que, pas toujours, pas sur toutes les pages, ou bien ça mettra énormément plus de temps. Et ça, encore une fois, j'ai du cas pratique. Euh, si Google doit rendre le JS, il peut mettre vraiment, Il vraiment, faut que vraiment le crawl est beaucoup de impacté, temps. forcément. C'est ouf. Parce que Google, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive sur tes pages. Si c'est en HTML, il crawl, c'est du budget de crawl à t'accorder. Et s'il trouve du JS, il les met à côté et il y revient plus tard, s'il a du budget de crawl à consacrer à la fin. Ce qui fait qu'en fait, plus ton site va grandir et plus ça va être une galère finie pour l'indexation et pour le crawl. Ce qui fait que ce n'est pas viable de faire du SEO sur une structure pareille. Donc ça, c'est la recotech qui, pour moi, à l'heure actuelle, est l'une des plus importantes sur le site JS. Et pourtant, l'une que les consultants, on va dire sur les profils plus juniors, maîtrisent peu aujourd'hui. Donc, allez, au début du JS, on va dire les consultants en profil plutôt senior maîtrisaient ça assez rapidement. Mais aujourd'hui, pour moi, que tu sois consultant junior, expérimenté ou senior, tu dois maîtriser ce point JS. Donc voilà, c'est des formations qui se font dans les agences, des workshops et des sensibilisations, mais ce n'est pas encore c'est pas quelque chose qui est compris par, ou bien même vérifié parfois par tous les consultants juniors. Ouais, puis alors qu'on ne demande pas de coder, on te demande au moins d'être capable de dialoguer avec un développeur pour lui donner Ouais, quelques orientations, quoi. ouais, non, on ne demande pas de coder, hein. On demande d'avoir les bases nécessaires pour pouvoir faire du SEO JavaScript. Tu vois, ça devient vraiment une discipline. Pour moi, ça devient une compétence sous-jacente du SEO technique, qui est purement le SEO JavaScript. Ouais, de toute façon, moi je le vois même chez nous, hein, ça devient le moindre back-office est fait en vue, le moindre truc qui n'est pas Bah, en front. Voilà. ouais, bah, t'as du Node.js en back, tu as du Vue en front, tout ce que tu veux en front. Euh,
tu peux par défaut ne pas avoir de rendu de SSR ou autre chose, server-side rendering, autre chose qui permet d'aller rendre directement ton JavaScript. Moi, je recommande énormément le server-side rendering. C'est aussi ce que Google recommande de recommander. L'avantage de ça, finalement, c'est que aussi bien côté serveur, c'est rendu côté serveur, mais du coup, que tu sois Google, que tu sois l'utilisateur lambda, tu vas pouvoir afficher ton code en HTML, directement rendu par le serveur, sans devoir… donc, moi, je recommande beaucoup le SSR. Bon, derrière, tu as du dynamic rendering, tu as pré-rendering, tu as d'autres choses. Voilà. Et après, chacun un peu sa méthode et sa reco. Le but, Ouais, c'est la méthode, et aussi selon la tech du client et ce qu'il peut faire, finalement. la finalité, c'est le cache de points et c'est qu'est-ce que Google voit, quoi. On Tu sais, l'oublie c'est le cache souvent. de points. Alors, tu as plusieurs moyens de le faire. Si tu vas sur le test mobile friendly, tu vas avoir un rendu qui va être fait. Donc là, Google a déjà rendu. Donc, c'est bien pour voir si tout se passe bien avec le rendu JS. Mais ce n'est pas optimal pour savoir ce que Google va voir avant de faire le rendu. Et typiquement, avant de faire le rendu, le problème, le cache de points, ça peut être bien, mais tu as des problèmes. Pour moi, l'une des manières les plus radicales, finalement, d'aller checker si ton site JS est bien rendu en HTML n'importe où. Et ça marche si tu as du SSR. Si tu as du pré-rendering basé sur l'user agent de Googlebot, ça ne marchera plus. Mais si tu as un SSR qui est correctement implémenté, tu prends ton navigateur Chrome, tu vas sur le site, tu fais un CTRLU, donc code source, et pas inspecter l'élément, mais code source. Ouais. Normalement, tu es censé voir ton HTML. Et je précise inspecter l'élément et code source parce que dans inspecter l'élément, tu as un rendu JS qui est fait aussi. Donc tu vois après rendu. Alors qu'en affichant le code source, tu vois avant d'avoir rendu le JavaScript. Ouais, c'est une bonne technique aussi. C'est pas faux. Ouais, effectivement. Donc, pour moi, il faut checker plusieurs points et il faut vérifier qu'est-ce que Google voit donc après avoir activé un nécessaire, qu'est-ce que Google voit avant d'avoir fait un rendu, mais aussi ce qu'il voit après avoir fait le rendu. Il faut checker les deux. Mmh. Voilà. Donc, c'est pour ça que les audits sur CGS prennent aussi plus de temps. Et moi, typiquement, je lance 2 crawls. Je lance, comme je pense que tout le monde doit faire, lancer son crawl texte HTML avec un rendu purement là-dessus, sans rendu JS, et puis un crawl avec rendu JS. Et comparer les deux. Mais pour toi, on est d'accord, le SEO doit s'adapter aux nouvelles techno et aux nouveaux codes et pas du tout Bien freiner sûr. les utilisations de tel truc parce que ça nous emmerde en SEO, quoi. Non, à partir du moment où tu peux faire du SEO sur une technique, mais que tu dois te former, et tu peux le faire, bah, c'est pas à l'écosystème de se ralentir, c'est au SEO de s'adapter. Je pense que Laurent Bourlier, s'il est d'accord là-dessus, je pense qu'il crache pas mal sur le fait qu'il faut s'adapter et qu'il y en a beaucoup qui ont moins peut-être cet état d'esprit-là ou l'envie de le faire et qui d'année Laurent, en année, du coup, peuvent devenir moins bons. Laurent, il veut revenir au full HTML. Tu vois, ben non, je ne suis pas d'accord. Son truc du moment, c'est genre, c'est le Après, c'est une HTML. vision comme une autre, on peut Non, mais en c'est le parler. HTML bien propre qui charge vite, sans tout problème, sans Ah ouais. machin. Et il a raison sur plein. Ah ouais, ouais, c'est clair qu'après, tu sors un site statique full HTML, tu peux sortir n'importe quoi si tu veux derrière. Tu vas charger plus vite et d'un point de vue, enfin, tu vois, c'est facile. T'as pas de hack. Mais encore une fois, derrière, tu n'as pas que toi, tu Ouais, as les devs, tu as la boîte, comment elle va gérer son site, comment est-ce que c'est fait chez eux. Il y a tellement de variables qui font que… non, c'est une plaisanterie, mais il prenait un exemple Ouais. en disant voilà, les problèmes d'indexation. Il dit moi, avec mes full HTML, je les ai pas, quoi. Tel exemple, voilà, j'ai pas de problème d'indexation. Je suis pas emmerdé. Ah, mais il a raison, Au hein. Au fond, il final, a raison. dans le fond, il a complètement raison. Mais quand tu mets dessus Ouais, les bien courses sûr. de marketing qu'il connaît très bien et tous ces trucs-là, effectivement, la discussion devient plus compliquée. Quoique, Ouais. ça peut s'imaginer aussi. Il y a des modules WordPress qui te génèrent du HTML et tu régénères après, tu pousses tes fichiers. Genre, bref, bon, c'est pas le sujet, quoi. Hmm. Est-ce que tu as d'autres points que tu voudrais qu'on aborde? Parce que ça va faire 1 heure et demie qu'on est ensemble. Donc, c'est pas que je Ouais, ça m'ennuie, fait. mais, Ah mais on me dit, ouais, En vrai, on a toujours parlé des pas mal trucs. de choses. On a parlé contenu, on a parlé technique, on a parlé netlinking, beaucoup de Ouais. netlinking. Bon, pas beaucoup de technique, on va dire, mais un petit peu. On a aussi un petit peu parlé de la vision SEO et linking, et aussi un peu la vision business fois SEO. Euh, voilà. Mais ouais, je pense qu'on a fait pas mal de tours. Je pense, ouais. Je sais pas si tu as des points éventuellement à rajouter ou pas, Moi, mais il je me pense restait qu'on a quelques fait pas petites mal de questions, mais tu vas encore m'engueuler que c'est du netlinking. Donc, mais je te la pose parce que je m'en fous, je suis chez moi. Bah Euh, ouais, carrément. non, non, c'est une blague. Mais la question, c'était un peu, tu avais beaucoup parlé quand tu avais fait ta conférence au SEO by Night, des footprints.
qu'on pouvait laisser avec des aspects très techniques, notamment quand on gère son propre VPS avec ses IP, Ah tout ouais. un tas de petites empreintes et voilà, de choses qu'on pouvait laisser derrière nous. Comment on gère ça en 2022? Est-ce que Google va autant rentrer dans le détail parce qu'on voit clairement qu'il y a des PBN qui marchent encore en étant 200 sites sur la même IP, le même Ouais. template, le même thème, tu vois, et les mecs se font pas éclater, ça marche très bien. Euh, Ouais. Quels sont tes précaux en fait en 2022 pour laisser le moins de traces possible ou est-ce qu'au final Google sait tout, Google voit tout, ça sert à rien de se faire chier quoi. Ouais. Alors moi, je pars toujours de ce principe-là, hein. Google, c'est tout, Google voit tout. Et s'il veut te défoncer un jour, il te défoncera, hein. Ouais. Soyons clairs, soyons simples. Maintenant, je pense qu'on peut toujours essayer de faire le plus, enfin, jouer à, comment dire, réduire les risques. Donc, encore une fois, ça dépend de l'objectif. Si c'est pour du client et que tu n'as pas le droit à l'erreur, mais que le client sait que c'est hors guidelines de Google et qu'il est OK avec ça, euh, on prendra le moins de risques possible. Tout ce qu'on peut faire qui est à notre disposition pour réduire les risques, on le fera. Derrière, si c'est mes sites à moi, machin, et que je sais que Google, bon voilà, on peut aller un peu sur les côtés borderline et pas tout optimiser, je pourrais le faire pour moi. Donc, ça dépend de l'objectif. Euh, Maintenant, si tu pars du principe effectivement que tu veux prendre le moins de risques, il faut encore pour moi faire ces optimes-là. Et quand tu es sur un compte d'un client, derrière, il y a une belle boîte et machin, tu ne vas pas jouer à qui est le plus con, tu vois. Tu vas faire un truc le plus clean possible. Et voilà. Donc, ouais, j'avais parlé de pas mal de choses. En fait, à l'époque, c'était très simple. C'est que j'avais regardé, il y avait plein de DNS différents, entre guillemets. Genre le champ A pour l'IP, le champ NS pour le name server, le champ SOA pour le Start of Authority, qui est aussi un type de DNS où ton adresse mail s'affiche et ton NS principal s'affiche. Je suis passé sur à peu près tous les NS et je me suis fait, OK, bon, mais comment est-ce que je peux travailler sur chacun pour essayer de laisser le moins de footprint possible. Et après, j'ai trouvé des trucs. J'ai trouvé des trucs tout seul, mais pas que. Après, il y avait aussi, notamment Alan Cladix, hein. Il m'avait donné quelques pistes qui étaient super intéressantes pour notamment comment venir personnaliser ses propres NS, alors que tu es sur le même registre de nom de domaine et sur le même VPS. Comment tu fais? Et en fait, ben, je faisais ça presque systématiquement quand j'avais mes VPS et beaucoup de sites, mais où tu ne vas pas prendre des hébergeurs différents, tout ce que tu veux. Enfin, voilà. OVH, c'est un des hébergeurs où il y a beaucoup de sites en France, donc tu peux te permettre de rester là-dessus. Mais en allant limiter les footprints du côté VPS au serveur dédié. Et en fait, c'est tout à fait possible, notamment aussi de créer tes propres NS alors que tu es sur le même registre de nom de domaine et que tu es sur le même VPS. Euh, voilà, De donc toute c'est vrai que façon, j'allais optimiser un peu tout ce ça. que font les Donc est-ce registres, que. c'est Ouais, ce que bah, font les dis-moi. registrars. Ils utilisent un service de création de NS et tu en as des pas chers qui te Ouais, permettent de rerouter entre les deux, quoi. voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est juste un peu technique, hein. Il n'y a rien de magique là-dessus. Mais donc, pour moi, en gros, toutes ces optimes-là qui consistent en fait en résumé à camoufler les footprints, que ce soit d'un point de vue. Moi, j'aimais bien, j'appelais ça dans la conférence aussi, les footprints back et les footprints front, pour dire, OK, tu as des footprints back, entre guillemets, hein, c'est pas de la back théoriquement, mais qui sont les NS, etc. Et en front, ce qui va être sur ton footer de ton site, dans ta page mention légale, dans ta sidebar, etc., etc. Et donc, pour moi, voilà, si tu es sur un truc d'un client, il faut être clean, il faut être varié, il faut mettre en place les bonnes pratiques, entre guillemets, pour réduire le risque. Et en fait, pour que ça te retombe sur la gueule aussi. OK, on a fait aussi ce que nous, on a fait tout ce qui était à notre disposition pour limiter les footprints, malgré que voilà, il y a un risque. Bon, en règle générale, quand tu fais un peu gaffe, il n'y a pas de problème à faire même du PV. Ouais. Ou Du moment que tu n'interlignes pas comme un gros porc. Enfin, évidemment que tu as des contre-exemples. Mais il y en a plein des contre-exemples. Mais tu as aussi des PVN qui se sont shootés, quoi. Tu vois, ouais, ouais, bien sûr. Non, mais que ce soit en action manuelle. Moi, ah ouais, ce qui me fait le plus peur, c'est pas la point de vue tech. C'est pas Google qui me fait peur. Moi, ce qui m'a toujours fait peur sur les PVN, c'est pas Google, c'est les concurrents. Tu vois, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, tu as beaucoup de concurrents qui dénoncent. Ils vont remonter ton truc, ils vont envoyer ton truc, et hop, spam report, ça prend 3 minutes. Et derrière, ils ont dénoncé tout ton réseau. Voilà. Alors que si tu fais un travail propre, ils vont avoir un peu plus de mal à remonter tout ton réseau. Ils pourront remonter, ils vont remonter une partie, tu vois. Mais ils auront plus de mal à le remonter, mettra plus de temps, etc. Ou peut-être aussi, ce sera un petit peu moins évident. Si c'est vraiment quali. bon, après, malheureusement, avec tous les outils, c'est. Si tu es vraiment motivé, tu vas te Ouais. remonter.
Ouais, tu remonteras n'importe Si où. t'es vraiment. Mais par contre, il faut vraiment que le mec il t'engueule. Hein. Donc, tu connaisses un peu, mais bon, après, qu'est-ce que tu vas en faire? On parlait d'Alan, il s'était fait dénoncer 700 ou 800 sites une fois. Euh, Voilà, ouais, le j'étais là cette mec, période. le Googler sur le forum avait dit non, non, ça nous paraît des sites tout à fait naturels, sans aucun problème, quoi. Il l'avait écrit, le mec, tu vois. Donc, Carré, tu vois. Ah, tu vois, c'est bien. Mais, ouais, encore une et fois, Alan la n'avait rien qualité. changé, c'est-à-dire qu'il Mais s'était fait dénoncer, ou d'autres auraient pu peut-être enlever tous les liens ou faire justement l'action qui va te trahir. Lui, il avait dit, bon, bah, de toute façon, ils m'ont vu, attendons, quoi. Et il s'est ouais, rien. ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais maintenant, encore une fois, ouais, le résumé de ça, c'est d'un point de vue tech, j'ai pas peur, machin, même si tu fais un peu de la merde. Hein. Les seuls trucs, moi, qui me dérangent, enfin, pas qui me dérangent, mais où je mettrais une alerte sur le PBN aujourd'hui, c'est sur les encres, parce que tu es tenté pour faire du bourrinage, et sur la concurrence, parce que c'est de elle qu'il faut avoir peur, finalement. Il y a beaucoup de concurrents qui sont pas très éthiques. Et le spam report, encore une fois, soit le mec qui peut dire, OK, c'est naturel, mais il peut aussi détecter que c'est pas naturel, ça dépend sur qui tu tombes. Ouais, et puis il peut appuyer sur le bouton. Non, mais c'est clair, ça dépend dans quel pays Voilà. tu tombes, à quelle heure tu es quand il y a le report. Est-ce que tu tombes sur le Canada qui vient de se lever? Est-ce que tu tombes sur un autre pays? Est-ce que le mec il est bien luné? Ouais, ouais, tu peux. Comme les Ouais. sorties de pénalité manuelle, quand tu rachètes un Voilà, XP qui est en aussi. Ouais. pénal manuel, tu sais très bien que c'est une chance sur deux, quoi. Donc voilà, quoi. Ça, c'est pas des situations faciles et qui sont pas standardisées, on va dire tout simplement. Enfin, Ouais, pas standardisées, c'est pas mécanique. Voilà, c'est ça que je veux dire. c'est ça. Il y a Ça de reste de l'humain, et l'humain. dès qu'il y a de l'humain, il y a une variable, en fait. C'est Voilà. ça. Voilà. Ben, Bon, on a parlé pas mal de choses du coup. ouais, merci Et pour tous ces moi, ce éléments. qui m'intéresse beaucoup, c'est ça, c'est un peu comment va évoluer le SEO. Aussi beaucoup omnicanal, je pense. Hein. Tu vois, avoir du SEO Amazon, SEO YouTube, SEO Amazon, SEO YouTube. Enfin, tu vois, c'est déjà un peu le cas, mais ça peut aussi beaucoup se développer. Je pense qu'il faut ouais, rester à l'affût de aussi l'aspect omnicanal qui peut arriver. Ouais, c'est ça qui m'intéresse moi, pour le moment. C'est un peu le point de vue global, le point de vue business aussi. Qu'est-ce que ça peut apporter concrètement en business, sur combien de temps, etc. etc. Et le côté un peu 360 du SEO. Quoi. Ça, c'est Ouais. vraiment les points qui me font kiffer pour le moment. Et, encore une fois, là, je bosse pas mal, mais je prends beaucoup de kiff actuellement, donc c'est cool. Ben, nickel, écoute, ça fait plaisir en tout cas de voir que tu t'éclates toujours autant et que tu es toujours aussi actif quoi, dans tes. J'ai eu une période où j'ai dit, Ouais, bah, c'est quand j'ai quitté Eskimos, hein, j'ai quitté Eskimos, j'ai dit, Andrea, je pars et j'arrête le SEO. Je sais pas s'il m'a cru ou pas, mais j'ai pensé vraiment à l'époque. Ça a duré 6 mois. on revient Mais toujours quand aux même sources. 6 mois où j'ai plus fait de SEO. Mais genre, non, en 6 mois, j'ai plus rien fait. Et bon, après, voilà, je pense que c'était un moment où il fallait aussi, bon, on peut, je pense, avoir des creux. Mais globalement, ça reste quelque chose que j'adore. Enfin, ça reste quoi. Bon, bah écoute, c'est cool. En tout cas, merci d'avoir pris du temps pour causer avec nous. Je te ferai coucou si jamais il y a des questions sous la vidéo. Donc, bah, comme d'hab, hein, si vous avez des questions, vous les posez en dessous. Si vous voulez dire un bravo, un merci ou c'est de la merde, bah, vous le À posez Elliot, en dessous. Voilà. à Ouais. Elliot, il faut dire merci. Non, moi, ça fait super plaisir de revenir parce que ça fait 2017 du coup. Et quand même, bah, quand on avait fait la conf sur Binance, j'avais encore 17 ans. Ouais. Et depuis, on s'est plus vraiment revus en fait. Donc ça On fait a super juste plaisir de causé t'avoir. sur Twitter, comme d'hab. On a causé, ouais. Donc, ça fait vraiment plaisir de te revoir, de revenir sur le podcast des années après. C'est cool. Retourner un petit peu aux sources, entre guillemets. Ouais. Et Écoute, en plus de ça, le podcast avant, j'étais dans ma chambre en Belgique et là, je suis à exactement. Paris, tu vois. Bon, je viens d'arriver, tu vois, l'étagère est encore vide et tout. C'est quoi les trois Mais c'est bouquins que tu beaucoup as? de kiff. Tu me disais c'est les trois meilleurs bouquins, du coup, c'est lesquels? Euh, Là-dedans, tu as Sénèque, le premier qui arrive, en philosophe, antiquité. Tu as Jean-Jacques Rousseau, qu'on connaît tous bien. Tu as Yuval Harari, que j'arrive jamais à prononcer son nom, avec Homo sapiens, le futur. Et là, c'est les 21e leçons pour le 21e siècle. Et puis, tu en as un aussi, c'est Machiavel. Donc, les quatre. Les quatre. Ok. Bon. Même pas un livre de SEO, même pas un truc de copywriting, même Ah pas. ben non. Rien du tout. Il est en Belgique. Ouais, il est en Belgique. Évidemment, la Bible d'Olivier Andrieux, que je recommande à tout le monde, que j'avais lu, mais je l'ai lu en 2015-2016, la Bible. Voilà. Et j'avais lu, franchement, j'avais tout lu. Hein. Mais j'étais taré à ce moment-là. Euh, j'ai lu ça, mais j'étais taré. Mais en vrai, c'est un livre qu'il faut aller fêter et qu'il faut aller parcourir pour Ouais, je tout pense des SEO, fois, parce ça que fait tu as du bien de besoin. se remettre dedans. Même des rappels, ouais, c'est vraiment 360 le livre, sur vraiment voilà, les sites site, technique, tous les trucs.
qui font, qui font le plus quand tu es consultant ou même en éditeur. Voilà. Ok. Mais donc là, non, là, il n'y a pas de livre aussi. Bah, écoute, on va clôturer. Merci en tout cas, c'était vraiment cool. Super. Je le fais toujours trop tard, mais si vous n'êtes pas déjà fan de la chaîne, et ben vous activez la cloche, vous vous abonnez. Vous pouvez mettre un like sous la vidéo, le petit commentaire si ça vous plaît, et puis on se reverra prochainement pour un autre épisode. Vous avez le lien de ma newsletter pour vous abonner juste en dessous, si vous voulez recevoir automatiquement les vidéos YouTube et les nouvelles infos, et puis toutes les une semaine ou deux, les actus du SEO et puis ce qui se trame un petit peu. N'hésitez pas, ça me fera plaisir. Voilà, Adrien, encore une fois, merci. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir revu. Merci à toi. Et puis on se revoit très vite, quoi. Clairement. Allez, Merci, Elliot, ciao. et à la prochaine. Bonne continuation pour la Merci tout le suite. monde. Ciao, ciao.